Bonjour à tous. À un an des présidentielles, la génération Z est appelée à jouer un rôle de plus important dans la vie publique. Via les smartphones, c'est elle qui drive l'écosystème des plateformes dites sociales, effaçant petit à petit la hiérarchie traditionnelle des médias et redéfinissant les questions qui se posent dans l'espace public. C'est elle aussi, cette génération Z, que drague de plus en plus clairement la classe politique, RN et LFI en premier lieu. Or, c'est aussi celle la plus touchée par une crise de santé mentale planétaire constatée par tous les spécialistes. La Gen Z se révèle plus déprimée, plus anxieuse, plus fragile que toutes celles qui l'ont précédée. La question se pose de savoir pourquoi. Quels sont les problèmes qui se posent à cette génération qui apparemment ne se posaient pas aux précédentes? Ces problèmes sont-ils ou non la traduction de problèmes plus anciens et non réglés? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec Pierre Valentin qui sort ce livre, sorti il y a un peu moins de 2 semaines, Malaise dans la génération Z aux éditions Gallimard, dans la collection d'Éric Rochant, En attendant le réel. Pierre Valentin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diplômé en philosophie et en sciences politiques. Vous avez écrit un premier bouquin qui s'appelait Comprendre la révolution woke en 2023, qui n'est pas un pamphlet, pas seulement un pamphlet anti-woke, mais une tentative d'analyse sérieuse du phénomène. Et vous avez créé il y a 2 ans une chaîne YouTube qui s'appelle Transmission, avec laquelle on travaille sur cette émission. Et vous sortez donc ce livre, Le malaise dans la génération Z. Alors c'est un livre gigogne, hein. Vous partez de la surface, c'est-à-dire une tentative de constat d'état des lieux, et puis vous essayez de creuser certaines questions sur un plan historique et philosophique. On va y revenir. Vous l'annoncez dès le début, vous faites partie vous-même de cette génération Z. Vous êtes né en 98, et la génération Z, pour la définir, c'est la classe d'âge qui est née entre 95 et 2013 et qui a donc entre 13 et 31 ans. Elle vient après les millénials, qui sont nés entre 81 et 95, après les X, qui sont nés en 65 et 80, et après les boomers, dont je fais partie, qui sont nés entre 46 et 65. Les boomers étaient la génération de la télévision, les millénials étaient la génération de l'ordinateur personnel, la génération Z a été celle du smartphone, des réseaux sociaux et donc de la santé mentale. Et c'est la première chose que vous critiquez dans le livre, la notion même de santé mentale. C'est-à-dire que vous rappelez le vocabulaire qui est aujourd'hui, parce qu'il y a un vocabulaire courant que tout le monde utilise aujourd'hui: ego, narcissique, empathie, stress, addiction, parano, trauma, burn-out, phobie toxique, surdoué, HPI, etc., etc. Et vous dites, la crise de la santé mentale contemporaine, en réalité, est une crise existentielle et morale. Oui. Alors, déjà, merci pour votre invitation. Et sur la notion de santé mentale, déjà, Alain Ehrenberg, il y a plus de 2 décennies maintenant, disait « Quand on parle de santé mentale, on ne voit pas de quoi on parle, car on parle de tout ». Et j'étais allé voir sur le site de l'OMS la définition de la santé mentale. Et vous avez une page entière qui défile, dans laquelle est mentionné le rôle des inégalités, le rôle du travail, de l'enseignement. Et donc, on vient déjà incorporer plein de choses. Et on pourrait se dire, d'un côté, c'est peut-être une bonne idée d'avoir une définition pas trop restrictive de la santé mentale, mais de l'autre, quand on lit la définition de l'OMS, il y a des choses qui, jadis, auraient été appelées la politique au sens noble, la vie en commun, la vie de la cité, qui désormais se retrouvent absorbées par cette notion de santé mentale. Et ce glissement-là du moral au sens que fait-on de la vie en commun vers le médical m'interroge, et ça a été vraiment l'un des fils rouges de l'ouvrage. Et je m'appuie là-dessus sur le grand historien Christopher Lasch, qui a analysé ça et qui, en 77, à chaque fois qu'on lit du Christopher Lasch, on revient toujours à la première page pour voir la date, parce qu'on a du mal à y croire à chaque fois. La culture du narcissisme, c'est en 79, et en 77, il écrivait l'idéologie de la santé mentale. Donc déjà, il y avait une posture critique vis-à-vis de cela, et je me demande parfois ce qu'il dirait aujourd'hui, et cet ouvrage est un peu une tentative de s'imaginer, sans prétention, ce que Christopher Lasch aurait pu dire aujourd'hui à sa façon. Alors vous rappelez que les manuels de psychiatrie américains, le fameux DSL,
faisait 100 pages en 52, il en fait 1120 aujourd'hui. Rappelez que Michel Barnier, dans le premier journal télévisé, quand il était, après être arrivé au poste de Premier ministre, avait déclaré l'année 2025 grande cause nationale de la santé mentale. Qu'en France, on a sur la page Amélie, il y a un dispositif Mon soutien psy qui est accessible en ligne, donc sur le site Amélie, qui est un remboursement de séances chez le psychologue. Il y a désormais jusqu'à 12 séances d'accompagnement offertes par l'État chez un psychologue partenaire. C'est-à-dire que paradoxalement, la forme d'aliénation contemporaine, c'est de se croire malade. Bah, en tout cas, il y a eu sur un contexte de vide identitaire sur lequel on reviendra, c'est-à-dire qu'on peut plus difficilement aujourd'hui se sentir défini par sa nation, son appartenance à un syndicat, à une association, parce que l'engagement associatif s'est effondré, à sa paroisse, la pratique s'est effondrée là aussi religieuse, et donc mécaniquement à sa famille, il y a un appel d'air identitaire qui est très fort. Et donc là-dessus, l'identité médicale victimaire, disons, a un attrait extraordinairement puissant, qui est que premièrement, c'est une identité tamponnée par la science, d'une certaine façon. Donc il y a une sorte de légitimité aujourd'hui qu'elle n'aurait peut-être pas eu il y a encore 50, 60 ans. Et ensuite, c'est une façon, c'est une identité un peu plus individualisée, parce que certes, il y a une quantité limite de troubles, mais le DSM s'élargit au fur et à mesure, et donc, avant, il y a les HPI pour haut potentiel intellectuel, et désormais, j'ai un ami enseignant qui m'a dit qu'il avait un HPI zèbre. Donc c'est une sous-variante du HPI, donc vous voyez comment on peut se fragmenter en différences. Il y a TDAH avec ou sans hyperactivité. Enfin, vous voyez, on peut encore affiner. Donc, c'est individualisé et médicalisé, et ce qui fait un double facteur de légitimité, me semble-t-il, dans notre contexte culturel aujourd'hui. Ça me fait un peu penser au nombre de genres. Oui. Je crois que c'est 52, on arrive à 52 genres sexuels. C'est très prétentieux de croire pouvoir arriver à un chiffre là-dessus. Oui, et même sur, à l'époque, l'acronyme LGBT, il y avait un plus à la fin, qui était une sorte d'aveu d'échec, une sorte d'etc. Il y en a certainement d'autres, on ne sait pas, comme pour les chiffres après la virgule dans pi, quoi. Il y a une obsession de l'étiquetage. Exactement. Qui va avec la pathologisation systématique. Oui. Et là aussi, je pense qu'il faut le voir sur la forme de l'appel d'air. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cet étiquetage-là quand on est déjà partiellement défini par plusieurs structures porteuses de sens, à la fois où on est à la fois fils d'eux, frère d'eux, père d'eux, engagé en tant que coach sportif dans son club local, etc. Et donc quand on est tissé comme ça de ces structures, on ne ressent pas un besoin très fort de se dire comment est-ce que je vais devoir me définir aujourd'hui, comment est-ce que je vais pouvoir trouver une nouvelle identité. On va revenir tout à l'heure sur cette histoire de maillage social, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, il y a des choses qui sont, à mon avis, discutables. Mais d'abord, ce qui rend la situation compliquée, c'est qu'il y a une situation de santé mentale qui est mesurée, qui est réelle, en particulier dans la génération Z. Ce n'est pas une invention. Non. Les chiffres que vous donnez sont quand même très impressionnants, tant aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, vous dites 44% des hommes en général et 50% des 18-35 ans avouent avoir régulièrement songé au suicide. En Europe, la fondation McKinsey a mesuré qu'à la fin de l'épidémie de Covid, un jeune de la génération Z sur 5 souffrait d'une santé mentale dégradée. En France, le taux d'hospitalisation en psychiatrie des jeunes, comparé à la période 2000-2019, a connu une hausse de 106% en 21 et 22, chez les 20-24 ans de 163% et chez les 15-19 de 163% chez les 15-19 et de 246% chez les 10-14 ans, ce qui est absolument énorme. Le taux d'hospitalisation pour gestes auto-infligés chez les jeunes filles âgées de 10 à 19 ans a doublé entre 2012 et 2020 et a doublé à nouveau entre 2020 et 2022. Donc il y a un vrai problème. C'est pas une invention bien sûr. de 3 revues scientifiques. Et vous avez raison de le souligner, parce que en effet, parfois chez certains, notamment à droite, il y aurait l'idée du pur effet de mode. Et il y a une part d'effet de mode. On en a parlé sur la volonté identitaire de chercher un trouble, etc., qui peut parfois avoir des vrais effets psychiques négatifs. Mais par contre, on a des données froides, brutes, qui ne reposent pas sur du déclaratif. Et c'est là où
les tentatives de suicide, par exemple, dans ce sens-là, les hospitalisations en psychiatrie, pour automutilation, par exemple. Donc ça, c'est un docteur qui vient le constater, ça n'est pas fait sur sondage, et ça permet d'objectiver que la crise est réelle. Donc ça me paraît en effet important de le rappeler, et son ampleur est colossale, et vous avez dit tant en France qu'aux États-Unis, je nuancerai un tout petit peu, quand on se compare, on se console, et aux États-Unis, c'est encore autre chose. Oui, C'est-à-dire que c'est énorme. en 2021, au plus fort du Covid, il y a le YRBS Survey qui est fait tous les 2 ans aux États-Unis sur les lycéens, à peu près les lycéens par rapport au cadrage français. Et en 2021, on était à 10% d'entre eux qui avaient fait une tentative de suicide. C'est-à-dire que vous êtes un professeur face à une classe de 30, vous en avez 3 dans la salle qui ont cherché à se donner la mort. Vous imaginez l'ambiance derrière que ça fait. Et par ailleurs, le suicide fait partie de ces comportements, particulièrement chez les adolescents viraux, qui peuvent générer des imitations, comme la dépression féminine d'ailleurs. Et donc, on imagine bien ce que ça fait sur une ambiance de classe d'arriver à cette proportion-là de mal-être. Et la France fait de son mieux pour rattraper cette cadence américaine imposante. Mais là aussi, l'ampleur de l'écart existe encore, en tout cas. Alors, ce que vous ne niez pas le constat, mais ce que vous dites, c'est que en fait, en traitant cette crise de santé comme une pathologie, on fait une erreur. En fait, on renforce ce qu'on prétend combattre, et il faut le voir comme une question. Il faut voir les questions qui sont posées comme des questions morales et des questions de sens, et pas exclusivement comme des questions thérapeutiques. C'est ça. Alors, Jonathan Haidt, qui est psychologue et prend évidemment la crise très au sérieux, et qui a bousculé, je dirais, la métapolitique occidentale tout entière en 3 ans avec Génération Anxieuse, et on lui est très... Oui, Jonathan Haidt, c'est il est psychologue. Oui, C'est psychologue. Il est psychologue. C'est un psychologue américain, effectivement, qui a sorti plusieurs livres, dont La Génération Anxieuse en France, aux éditions des Arènes, qui est devenue la référence Exactement. sur l'aliénation de la génération Z. Et qui est un ouvrage remarquable. Et lui, qui évidemment traite ça de façon très sérieuse et comme un problème culturel aussi, pas uniquement un problème de santé, donc je ne suis pas seul dans cette vision. Et il fait remarquer qu'au début des années 2010, qui est l'une des 2 cassures dans les courbes, on a le début de la décennie 2010 et 2020-2022 qui est la période Covid. On pourrait dire début de décennie 2010 et début de décennie 2020, donc les 2 vraies grosses fractures, même si ça vient de plus loin, on y reviendra sans doute. Au début de la décennie 2010, c'est le moment où, dans un sondage standardisé qui est fait sur une très longue durée, on a énormément de jeunes Américains qui, d'un seul coup, sont beaucoup plus d'accord qu'auparavant avec l'affirmation « ma vie paraît parfois dénuée de sens ». Donc on voit que là, la question du sens est clairement liée, ou en tout cas apparaît au même moment, que la question de la santé mentale. Et on voit que, par ailleurs, chez les jeunes, ils se disent davantage en quête spirituelle que leurs aînés. Et on voit que du coup, ces phénomènes se chevauchent et se croisent. Et donc c'était assez intriguant pour moi d'essayer de voir les deux. Et je cite notamment le psychiatre britannique Theodore Dalrymple, donc là aussi psychiatre, mais qui accepte de ne pas s'enfermer en quelque sorte dans sa discipline et de voir l'homme comme une créature complète avec sa part culturelle, sa part existentielle, etc., qui remarquait déjà il y a plusieurs décennies, il pratiquait à Birmingham, dans des prisons notamment, que plus aucun de ses patients, à part 2 ou 3, sur des milliers, venait le voir en disant « je suis malheureux », mais le même type de patient venait le voir en disant « je suis en dépression ». Et donc là, on voit quand même ce témoignage intriguant qui est qu'est-ce que ça dit de la façon dont les gens se perçoivent, qu'est-ce que ça dit de leur rapport au moral et au médical, qu'est-ce que ça dit d'un glissement sociétal tout entier. Et c'est ça que j'ai voulu, pour le coup, interroger. Oui, vous parlez d'une OPA du langage thérapeutique sur le langage moral, avec les effets que ça a sur les individus. C'est-à-dire que le fait de ne pas se poser la bonne question, de ne pas oser dire qu'on est malheureux, mais de dire qu'on est déprimé ou dépressif, d'abord ça infantilise, ça rend la personne passive, donc ça aggrave la question qu'on prétend résoudre, et puis ça permet à la société d'éviter de se poser des questions morales ou existentielles quant à la question du malheur ou de la morale individuelle. Oui, et ce qui me paraît important, c'est que quand j'ai dit, donc la promotion a commencé il y a un peu plus d'1 semaine, mais quand j'ai fait cette analyse à plusieurs reprises, il y a des gens qui viennent me dire arrêtez de dire que c'est la même chose parce que la dépression, c'est très grave. Et implicitement, ça veut dire que pour eux, le malheur n'est pas grave du tout. Pas grave, ouais. Et alors qu'évidemment que c'est tragique. Et typiquement, on rentrera peut-être sur le sujet de la médicalisation par la suite, mais il est admis, je cite le chercheur au CNRS Hugues Lagrange, que la dépression dite mélancolique répond assez mal aux antidépresseurs aujourd'hui. Lagrange parle d'un demi-échec pharmaceutique. Et pour autant,
parce qu'on on a du mal à concevoir le problème autrement, on continue à y recourir massivement. Alors, encore une fois, là, la cadence des pays anglo-protestants est assez élevée en termes de prescription de médicaments et on a du mal à les suivre encore, mais c'est ce vers quoi on tend. Et là où je parle d'une OPA, du langage thérapeutique sur le langage moral, c'est dans les faits aussi un transfert de compétences. C'est-à-dire que Oui. la morale ordinaire, elle peut paraître désagréable et humiliante car elle juge, qui est devenu un terme très péjoratif aujourd'hui, mais elle traite quand même l'individu comme un être responsable. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un vous êtes mauvais, vous avez mal agi, si on ne part pas du principe qu'il y a un libre arbitre, parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas faire autrement. Et alors que la dépression, typiquement, et le langage thérapeutique, il y a quasiment l'idée aujourd'hui d'une sorte de virus qu'on attraperait comme ça, on n'y est pour rien, c'est une sorte de météorite, ça nous est arrivé, c'est pas quelque chose qu'on a fait, ça nous est arrivé. Et puis par ailleurs, le fait d'aller consulter, ce qui encore une fois a sauvé plein de gens, et certainement pas quelque chose que je critique en tant que tel, mais il y a quand même au moins un effet dans le fait d'aller consulter, c'est que vous vous dites, je ne suis pas capable de régler mon problème moi-même, et j'ai besoin de quelqu'un pour le régler. L'expert. Et j'ai besoin de l'expert. Et donc là, on a ce transfert sociologique de compétences vers un truc plus technocratique, qui Oui, est exactement. C'est le règne de la technocratie, exactement, y compris sur le mode. c'est l'expert médical. Et juste là-dessus, Lâche, qui est peut-être plus dur encore que moi sur ça, il rappelle la création de l'OMS en 48 de mémoire. L'Organisation mondiale de la santé. Exactement. Et il rappelle l'hubris, selon lui, des psychiatres américains à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui là ont toujours souhaité élargir leurs prérogatives, mais ont connu, en sortie de Seconde Guerre mondiale, avec tous les discours des sciences sociales sur les personnalités autoritaires à rééduquer, qui auraient donné lieu au fascisme, au nazisme, etc. Et de 46 à 60, 1946 à 1960, l'appartenance à la American Psychological Association a quadruplé. Et elle a encore quadruplé de mémoire de 75 à 90 ou quelque chose comme ça. Et les dépenses liées à la santé mentale aux États-Unis, de 1986 à aujourd'hui, ont doublé sur chaque décennie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont essayé pour le coup. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, on a des applications de thérapie sur les iPads des enfants qu'ils possèdent en masse aux États-Unis, où ils parlent à leur thérapeute en direct, etc. Ils ont tenté cette réponse thérapeutique. Et encore aujourd'hui, ils nous écrasent dans le classement des troubles mentaux. Et je m'inquiète de voir la France suivre, comme souvent, la même réaction anglophone en se disant on va faire comme eux et ça va marcher. Ils l'ont essayé, ça n'a pas marché pour eux. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la tension, enfin d'une sorte de remontée un peu de la religion en espèce de contrepoint à ce qui se passe. Les États-Unis sont un bon thermomètre, c'est un aparté, mais il faut regarder la troisième saison de la série Euphoria, où on a exactement cette opposition entre d'un côté le personnage de Sydney Sweeney, qui est complètement dans les réseaux sociaux, dans OnlyFans, qui veut faire carrière à travers OnlyFans, et de l'autre côté le personnage de Zendaya, qui est mule pour des trafiquants de drogue, mais qui se découvre une vocation religieuse. C'est intéressant. Petit à petit. La série est très significative sur la génération Z. C'est un aparté. Alors avant d'en venir aux questions de fond et avant de revenir sur la question historique, ce qui s'est passé dans les années 50, il faut essayer ce que vous faites dans le livre, de déterminer un peu les critères qui définissent, qui encadrent un peu le problème de la santé mentale de la génération Z. Vous citez plusieurs facteurs. Le premier et le plus connu, c'est la numérisation. Vous rappelez que les smartphones jouent un rôle considérable dans ce qui se passe. Près de la moitié des Français de 15 à 29 ans, 44%, passent plus de 3 heures par jour sur leur smartphone. 10% y consacrent entre 5 et 8 heures. D'après l'Institut Montaigne et l'Institut Terram, 44% des jeunes qui passent plus de 8 heures par jour sur les réseaux sociaux sont atteints de dépression. C'est 3 fois plus que ceux qui y passent moins d'une heure. Jonathan Haidt a fait le même type de constat dans son livre. Il dit que de toute l'histoire de l'évolution humaine, les filles en particulier n'ont jamais été plus exposées au danger de la comparaison sociale que sur les réseaux sociaux. Sur la décennie 2010-2020, il y a une multiplication par 2 chez les filles américaines de 15-19 ans de blessures auto-infligées et une multiplication par 3 chez celles de 10 à 14 ans. Mais la question qui se pose, évidemment, c'est est-ce que c'est les réseaux sociaux qui créent le dérèglement ou est-ce que c'est les gens déréglés qui se focalisent sur les réseaux sociaux ? Alors, c'est une part des deux, ça c'est sûr. Par contre, l'un des apports de l'ouvrage de Haidt a été justement d'établir un rapport causal des réseaux sociaux vers les troubles davantage que l'inverse.
Et là où pour le coup, c'est le plus robustement étayé, c'est sur l'utilisation massive des réseaux sociaux liés à l'image chez les jeunes adolescentes et vers des troubles liés au corps. C'est-à-dire que, pour faire vite, Ouais. Instagram, TikTok, Snapchat, notamment l'usage de filtres, on pourra y revenir, vers boulimie, anorexie, automutilation. Donc là aussi, troubles liés au corps. Et donc ça, c'est partie des liens les plus solidement étayés dans la recherche scientifique, me semble-t-il. Et là-dessus, il y a un ouvrage que je suis en train de lire en ce moment, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose, j'en suis qu'au début, mais qui est passionnant, qui a été rédigé par Freya India, qui est je me trompe peut-être sur son nom, mais qui s'appelle Girls, et c'est une des disciples de Haidt, qui a 26 ans, ou 27 ans, née en 99, qui décrit là à quoi ressemble le fait de grandir dans le contexte britannique quand on est une jeune femme de ma génération. Et ça m'a ouvert un continent inexploré, terrifiant. C'est-à-dire que l'arrivée des filtres, filtres, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous filmez, vous pouvez mettre sur TikTok, Snapchat ou Instagram ou autre, un filtre qui change votre apparence légèrement. Et ça a eu un tel effet normatif que des tutoriels de make-up et de maquillage se sont mis derrière pour ressembler à ces filtres dans la vraie vie, même parfois sur quelque chose de plus dur et de moins irréversible, de la chirurgie esthétique qui s'est enclenchée derrière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que très concrètement, on peut imaginer une douzaine de personnes dans un bureau dans la Silicon Valley qui décrètent la façon dont des gens de l'autre côté de l'Atlantique vont ressembler dans les 6 mois qui suivent. Avec évidemment des effets de mode où en fait vous avez fait votre chirurgie esthétique pour avoir les lèvres plus grosses, et puis 6 mois plus tard, il faut les vider parce que c'est l'inverse. Et donc là, évidemment, ça fait découvrir à des jeunes femmes des standards de beauté qu'elles n'avaient pas forcément en tête. Et ensuite, sur la comparaison sociale, vous avez raison. Qui change constamment. Donc il y a une nécessité d'adaptation. Exactement. On n'arrive pas à suivre, on est toujours derrière. Toujours en retard. Et le fait d'essayer de suivre ça est évidemment considérablement épuisant et anxiogène. Et typiquement, si on prend nos arrière-grand-mères, là, sur une publication sur les réseaux sociaux d'une jeune femme, là, à l'instant, qui nous écoute, elle peut avoir en 1 heure plus de retours sur son physique que notre arrière-grand-mère toute sa vie. Qu'est-ce que ça fait à la psyché féminine ? Alors masculine aussi, mais féminine est plus marquée par ce genre de retour sur l'apparence physique. Ça crée une anxiété de comparaison qui est colossale en se disant, avant, j'étais en rivalité avec la boulangère, la fille du facteur et la fille du boucher pour être la plus belle. Donc c'était déjà assez angoissant, mais au moins la concurrence dans le village était assez réduite. Là, désormais, je suis en concurrence avec potentiellement le monde entier et des influenceuses elles-mêmes filtrées, retouchées, soit en soft avec du maquillage, soit en dur avec de la chirurgie esthétique. Et je n'ai aucune chance de gagner cette compétition-là. Et là, évidemment que ça génère sur la jeune femme une angoisse considérable. Et d'où l'explosion chez les jeunes adolescentes dans l'automutilation qui va dans ce sens-là. Ça joue aussi chez les hommes à un moindre niveau. Oui. Mais enfin, l'idée qu'il faut ressembler à Andrew Tate pour réussir sa vie, oui. C'est réel. Il y a 20 ans, il fallait ressembler à Alain Soral. C'est Andrew Tate, mais c'est un peu la même chose. On ne sait pas s'ils ont gagné au change ou pas. C'est un peu la même chose. Mais ce qui est le point central, c'est que ce rapport à l'image de soi sur le téléphone ou sur l'ordinateur, c'est pas un rapport intime, c'est un rapport... en fait, c'est public. C'est un rapport de soi à soi filtré par une collectivité virtuelle. Donc il se pose une question c'est le qu'en dira-t-on global en fait. Absolument. Vous dites, c'est pas vous qui le dites, vous citez un psychologue qui s'appelle Maxence Carsana qui dit la génération Z vit avec une caméra imaginaire fixée dans le crâne qui les filme et leur greffe en permanence une conscience à la troisième personne. Ce qui est... Oui, mais typiquement ça c'est une citation absolument remarquable de Maxence Carsana. Que j'avais eu l'occasion de recevoir dans Transmission. On avait pu évoquer le sujet en détail. Et ce qui me frappe, d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de le mettre dans l'ouvrage, c'est la prégnance de la formule dans ma génération. Ça fait tellement le type qui, ça fait tellement la nana qui. Et le ça fait, c'est évidemment. Et je suis allé vérifier ensuite par curiosité sur le logiciel Google Ngram. Et alors, même si c'est difficile d'isoler la formule, parce qu'on peut l'avoir dans des contextes où ça ne veut pas dire ça, la formule a explosé récemment en fréquence d'utilisation. Et donc ça fait, c'est évidemment un rapport au qu'en dira-t-on. C'est non plus est-ce que je me comporte bien ou mal, mais si je fais ça, ça va faire le type qui, ça va faire le type pressé, ça va faire... Et donc ça fait est symptôme, me semble-t-il, de la prépondérance du regard social de cette génération, qui pour le coup est une conséquence peut-être relativement inattendue de l'individualisation. Parce qu'on aurait pu se dire, en individualisant, le qu'en dira-t-on, c'est
c'est une phrase qu'on entend aussi paradoxalement souvent, je fais ce que je veux, votre avis ne m'intéresse pas, ça ne vous regarde pas, etc. C'est ma vie. Et en même temps, paradoxalement, l'individualisation a manifestement, en tout cas au sein de la génération la plus individualisée de tous les temps, accéléré ou favorisé le fait d'être obsédé aussi par le qu'en dira-t-on. Et ça, c'est un paradoxe que j'essaie de mettre en avant dans l'ouvrage, tant il était contre-intuitif et fascinant. Oui, le qu'en dira-t-on qui va avec, qui est à la fois recherché, parce que c'est important de montrer à quoi on ressemble, l'image Oui, qu'on a, et redouté, et qui va avec une forme de surveillance collective à laquelle les parents participent en fait. oui, C'est-à-dire ce que vous le dites, enfin c'est Haidt qui le dit, Jonathan Haidt qui le dit, et vous reprenez son information, des adultes qu'on laissait sortir seuls à 6, 7 ou 8 ans affirment qu'ils accorderont cette permission à leurs enfants quand ceux-ci auront 12 ou 14 ans. L'écrasante majorité des enfants seront à l'école primaire accompagnés par un adulte, et puis il y a aussi évidemment tout le rapport à la surveillance via les smartphones qui fait que les parents savent systématiquement où se trouve leur enfant. C'est-à-dire que oui. les adolescents et les jeunes adultes n'ont plus aucun lieu où être seul à seul avec eux-mêmes. Oui, pour le coup, l'effondrement du temps et de l'espace sans supervision, l'effondrement du temps de jeu et de l'espace sans supervision a été une des données majeures des dernières décennies. Et là aussi, on entend parfois à droite, je vois ça autour de moi, c'est fascinant, oui, mais c'est parce que l'insécurité a augmenté. C'est vrai, et l'insécurité qui a augmenté et sa médiatisation nouvelle sont deux facteurs qui jouent beaucoup, mais cette tendance à la restriction du temps de jeu sans supervision prédate largement l'arrivée de l'insécurité, disons, forte, récente. Et aux États-Unis, Haidt, avec Lukianoff dans un ouvrage précédent, en co-auteur, avait fait remarquer que c'est précisément au moment où la disparition d'enfants, le kidnapping d'enfants, devenait un fait rarissime, qu'il y a eu une volonté de surprotection par la suite. Donc on voit bien la décorrélation, voire la corrélation inverse entre les deux choses. C'est-à-dire que si vous prenez Chicago en sortie de Seconde Guerre mondiale, évidemment que c'était c'était un moment terrifiant. Et les grandes villes américaines sont devenues, en tout cas dans les années 80-90, qui est le moment, selon Haidt et Lukianoff, où cette culture s'installe, beaucoup plus safe, comme dirait ma génération. Ouais. Et là-dessus, typiquement, il y a des choses qu'on n'imagine pas dans le contexte américain. Il y a un marché pour des puces GPS dans les cartables des enfants, dans lequel on peut savoir constamment où il est. Et c'est encore une fois objectivable parce que l'âge de la permission de la sortie seule d'une génération à l'autre a quasiment été doublé. Vous avez cité le chiffre de Haidt. Il y a eu des analyses intéressantes sur une famille qui avait la chance d'avoir vécu au même endroit sur 4 générations. Ils avaient pu tracer à peu près le tracé de l'espace sans supervision dans lequel l'enfant pouvait aller. Donc l'arrière-grand-père, il pouvait aller traverser la forêt, aller au village d'en face, revenir, etc. Et de génération en génération, ce cercle, comme un boa constrictor, se resserrait autour de l'enfant. Et désormais, il peut à peine aller dans le jardin en tant qu'adolescent sans être surveillé. Et je cite l'humoriste britannique Jimmy Carr là-dessus, qui dit un truc qui me paraît très juste, et pour le coup objectivable aussi. Avant, les jeunes de 14 ans étaient des babysitters, désormais, ils en requièrent. Et ça montre bien l'ampleur du renversement, et ça a des conséquences culturelles en cascade colossales pour le coup. Oui, y compris dans les cités d'ailleurs, parce que j'ai pensé à ça pendant que je lisais le livre. Dans les cités, il y a ça constamment, ce rapport au regard de l'autre, à la Oui, honte. C'est oui, tout à fait. amplifié. Donc c'est un phénomène vraiment global qui touche absolument tous les milieux Oui. en fait. Ce que vous appelez ça l'extrodétermination, c'est-à-dire que l'individu n'est plus déterminé par lui-même, mais uniquement par des catégories extérieures. Oui. Euh, Alors là aussi, c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que on aurait pu s'imaginer que l'individualisation ait pour effet que je me décide et je Oui. me motive par moi-même, par mes valeurs, par mes buts. Et en réalité, on est face à la génération la plus extradéterminée peut-être de l'histoire, en tout cas, qui se sent mue par des forces extérieures. Ce qui donne plein de choses. Ce qui donne une fascination pour les explications systémiques. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide, c'est le système économique, culturel, etc. Ça donne là aussi ce que Hugues Lagrange appelle pudiquement une survalorisation du regard social, qu'on pourrait également appeler conformisme à sa façon. Ça donne du coup une plus grande prégnance, là aussi de façon contre-intuitive, aux effets de mode, aux effets de foule, parce qu'on ne veut pas être exclu du groupe social qui nous meut, qui nous dirige, dans lequel on est inscrit. Et par ailleurs, c'est l'un des facteurs prédictifs identifiés pour le complotisme, on revient aux explications systémiques, et 2, l'un des facteurs prédictifs de la dépression. Parce que, assez logiquement, si on n'a pas le sentiment d'avoir son gouvernail en main, eh bien, il y a une sorte de fatalisme déprimant qui s'installe par la suite.
Et un autre élément qui est toujours lié au smartphone, c'est la réduction du temps. C'est-à-dire que vous citez une méta-analyse de 71 études sur près de 100 000 individus. Plus les adolescents et les adultes regardent des vidéos courtes, plus ils ont du mal à se concentrer, à se contrôler et à gérer leur stress ainsi que leur anxiété. Et le résultat de tous ces facteurs, c'est ce que vous appelez, je ne sais pas comment prononcer ça, l'anédonie. Oui. L'anédonie, c'est-à-dire manque de motivation pour les activités qui ordinairement donnent du plaisir et faible niveau de plaisir. Parce qu'il y a en fait, il y a une décorrélation de soi avec soi. C'est-à-dire que les gens sont constamment pris dans des systèmes. C'est pratiquement impossible d'avoir accès à une intimité dans un. Oui, en tout cas, Il y a plus de solitude, mais moins d'intimité. oui, c'est pour ça que quand on dit les écrans, parfois c'est comme cause, c'est un peu vague. C'est-à-dire que l'explosion du short, de l'extrait court, peut-être que ceux qui nous regardent en ce moment sont sur un extrait court chez eux, on leur souhaite ou pas, mais en tout cas, il faut pas faire que ça. L'explosion de ce format-là est vraiment fait partie des choses avec les réseaux sociaux sur le smartphone qui ont facilité le fait que le smartphone s'intercale dans toutes les interstices de l'existence. C'est-à-dire que l'extrait court, déjà c'est de la vidéo, donc c'est beaucoup plus attractif que de l'écrit ou que de l'oral. Donc ça combine les deux à la fois généralement. Ça nous zappe, ça nous tire, ça nous aspire dans une direction qu'on n'a pas forcément choisie. Parce que par rapport à une conversation d'1 heure et demie par exemple, les personnes qui cliquent dessus, c'est en quoi elles s'engagent globalement. Tandis qu'avec l'extrait court, généralement, c'est une décision qui est à peine prise déjà au début rationnellement. C'est quasiment comme un geste compulsif. On sort son téléphone sans même s'en rendre compte. Et ensuite, on a été aspiré par l'une, puis par l'autre, puis par la suivante. Et après, on a peut-être passé 1 heure et demie, mais on n'avait jamais décidé initialement de s'asseoir pour regarder 1 heure et demie de contenu sur son téléphone. Donc il y a quelque chose de plus insidieux dans le format court. Ouais. Et ensuite, évidemment, c'est infrarationnel, c'est-à-dire que c'est comme la publicité, c'est du cognitif, du stimuli rapide. Et donc quand on est habitué uniquement à des extraits courts vidéo de quelques secondes, si vraiment on a baigné dedans pendant des années à quasi-totalité de son temps libre, imaginez-vous l'élève qui ensuite doit s'asseoir dans une classe, qui est face à une professeure qui a peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours magistral à l'université et qui doit essayer de se concentrer sur quelque chose qui bouge pas beaucoup, sur de l'écrit, sur donc du noir sur blanc sur une page, sans mobilité visuelle, et qui doit ensuite essayer de s'accrocher à ça. C'est-à-dire que face à ça, tout accomplissement, un tant soit peu significatif sur le plan individuel ou collectif, nécessite une forme de discipline dans la durée. Devenir un pro de la guitare, devenir un peintre, devenir un écrivain, nécessite une sorte de patience et de discipline dans la durée. Ouais. Moi, je n'aurais pas pu écrire ce livre, typiquement, si j'avais Twitter ou Instagram sur des écrans devant moi en permanence. Ça demande un retrait. Il y avait une très belle métaphore chez Claude Habib qui parlait un peu de tout ce qui est de beau a besoin d'une gestation comme une grossesse. Quelque chose de caché dans l'obscurité, on se retire du monde, et ensuite on arrive à présenter au monde quelque chose qui, a priori, peut avoir de l'intérêt. Lorsqu'on travaille constamment sur exposition numérique, sur exposition face aux autres, on a du mal à avoir cette réflexion intérieure qui, elle seule, permet l'accomplissement des grandes œuvres, me semble-t-il. Donc là-dessus, oui, la massification du short, fin de la décennie 2010, début de la décennie 2020, initiée par TikTok, mais ensuite reprise par les autres plateformes qui imitent les procédés addictifs, a été un bouleversement colossal. Et on pourrait presque d'ailleurs scinder la génération Z en deux, entre ceux qui ont grandi, qui ont eu leur cerveau formé avant cette massification, et les autres, dont ça a été décisif. Oui, il y a une division dans la génération Z entre ceux qui ont connu les réseaux avant les shorts, avant TikTok, avant Twitch, oui, c'est ça. Et les autres, les plus jeunes d'ailleurs, c'est ça. Qui vont arriver à la fin de la décennie actuelle, en fait, et dont l'état, a priori, est pire. Oui. L'autre phénomène qui définit la génération Z en plus des smartphones, c'est, on l'a dit tout à l'heure un peu, l'épidémie du Covid, et en particulier le confinement, les conséquences du confinement. Mais là encore, ce que vous dites, c'est que en fait, ce qui s'est passé au moment du confinement, qu'il faut analyser quand même, n'a fait exactement comme pour les réseaux sociaux, c'est des choses qui n'ont fait qu'amplifier des questions qui se posaient avant, et ça leur a donné ça les a fait exploser en quelque sorte. Si on prend toutes les autres causes, globalement, elles ont toutes été à leur façon électrocutées, dynamisées par la séquence Covid, comme
comme on jetterait du sucre sur une fourmilière où tout va beaucoup plus vite. L'individualisation, parce que pour le coup, assez logiquement, en confinement, on est seul ou au maximum en famille. L'effondrement de l'avenir, on y reviendra peut-être, qui est Oui, on va y venir. le rapport à l'avenir comme non-catégorie. Bon, bah là, pendant cette période de l'avenir, tout ce qui était nouveau, c'était un variant ou un nouveau confinement, donc il n'y a rien de chouette à l'horizon. Tout ce qui est monotone, c'est la monotonie d'une journée enfermée, donc tout ce qui est lisible est monotone, et tout ce qui est nouveau est anxiogène. Donc là, évidemment, ça s'est accentué, et on parlait d'ailleurs de vagues pandémiques, donc c'est vraiment la métaphore à l'horizon, et on n'a plus que des vagues à se prendre en pleine figure, c'était terrible. Ensuite, sur la question même de la radicalisation woke, c'est à ce moment-là qu'on a eu les manifestations et sur George Floyd, où le pic Oui, qui alors, souvent décrite a eu lieu pendant de mémoire, le premier confinement américain. alors on va y revenir un peu, on va s'attarder un peu là-dessus parce que ça a déterminé pas mal de choses sur la suite. Oui, Donc la première année du confinement a vu une progression de plus de 25% des cas de troubles dépressifs à l'échelle de la planète, dit l'OMS, que vous citez. 62% des 18-24 ans en Europe qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires en 2022. Bref, je ne vais pas multiplier les chiffres, on les a déjà donnés tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes. C'est d'une part les habitudes prises ou perdues pendant cette période, et ça c'est intéressant. Vous dites le QR code, qui est lui-même devenu une façon légitime pour les pouvoirs publics de gérer les foules. En gros, toute la politique de ce qu'on a appelé le nudge, c'est-à-dire la façon d'orienter une population sans le dire explicitement, mais de suggérer des choses par des comportements qui a été expérimenté au moment des autorisations de sortie, par exemple. On sait aujourd'hui, parce que les gens ont fini par le dire, par l'expliquer, que les autorisations de sortie étaient rédigées de telle manière étaient rédigées pour faire peur, par exemple. Donc il y a une manipulation des pouvoirs publics très claire à ce moment-là. Et vous citez aussi, alors dans les églises, c'est un exemple auquel je n'avais pas pensé, je dois dire, ce que vous appelez la paix du Christ a cédé la place dans de nombreuses messes à une sorte de salut vaguement japonisant, sans contact. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu affaire à une pathologisation de l'autre qui a pris des proportions massives. Et l'individualisme autarcique est devenu un comportement vertueux, encouragé par l'État. C'est-à-dire que un comportement à peu près survivaliste, en quelque sorte, donc anti-étatique et asocial, a été encouragé par la politique du nudge et par les discours de l'État pendant toute la période des deux confinements. Mais si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit au slogan, d'ailleurs, que je mets comme titre de chapitre sur le Covid, « Sauvez des vies, restez chez vous », hors contexte pandémique, c'est un slogan extraordinaire quand on y pense. C'est-à-dire que l'État vous enjoint à rester chez vous, et c'est-à-dire que l'État, donc le sommet visible et officiel d'une communauté, encourage la communauté à ne pas exister parce que c'est très difficile d'avoir une communauté qui ne sort pas de chez elle. Bon. Donc ça, ce slogan, je pense, a laissé ses traces culturelles également. C'était une période dans laquelle tout contact pouvait se muer en cas contact, où le proche l'était forcément trop. Et je pense que là aussi, encore une fois, la pathologisation d'autrui a accentué tout ça, parce que la poignée de main pouvait être coupable, l'embrassade, tout rapprochement physique était vu comme dangereux. Et ça, je pense vraiment que sur une période assez longue quand même, de 2 années, il y a des habitudes qui restent. Et c'est drôle parce que vous citez l'exemple pris dans les églises. Il y a une phrase de Vincent Cockbert, qui est un auteur que je cite beaucoup dans cet ouvrage, qui parle de la santé comme nouveau sacré. Et le fait que ce soit vérifiable, même dans un contexte où a priori il y a un sacré objectif, en tout cas pour ceux qui participent, le fait que même ces gens-là ne se serrent pas la main après la pandémie, montre bien quand même l'inversion après la pandémie. Ah oui. Ça, tout à fait, ça perdure. Alors je pense qu'une part de ça, c'est la surreprésentation de la génération du baby-boom dans les paroisses, qui fait que logiquement, quand on est plus âgé, on n'a pas le même rapport à la maladie, soit. Mais néanmoins, c'est quand même un changement qui me paraît significatif et durable. Et un exemple amusant, mais qui pour le coup, lui, n'a pas été gardé pendant la pandémie, c'est que le bénitier à l'entrée était remplacé par le gel hydroalcoolique, généralement.
Donc vous voyez, on voit le glissement de l'un à l'autre, c'est amusant. Et je ne sais pas si l'hydroalcoolique était béni ou pas. On posera la question aux évêques, oui, c'est ça. C'est quand même, d'un point de vue strictement religieux, c'est un peu... C'est fascinant. Donc ce rapport, cette inversion, disons, c'est quelque chose que dit magnifiquement Olivier Rey dans un tract Gallimard qu'il avait publié pendant cette période. C'est que jusqu'ici, le sacré, le sacré même patriotique national, c'est ce qui justifiait le sacrifice de la vie. C'est-à-dire que pour défendre ses frontières nationales, on accepte de sacrifier la vie pour le sacré. Et là, on a une espèce d'inversion où le sacré devenait la vie en tant que tel, et on acceptait de sacrifier le sacré pour ça, enfin, ou tout le reste. Tout le reste. Exactement. Ouais. Et Haidt et Lukianoff, déjà dans The Coddling of the American Mind, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été traduit celui-là, mais publié en 2018-2016 dans ces eaux-là, parlait d'une sorte de culture sécuritariste. Et là est arrivé le Covid, et a confirmé ce diagnostic-là, qui est de façon plus ou moins assumée, parce qu'on a du mal à assumer ça explicitement, d'avoir un langage explicitement normatif et que l'État dise voici nos priorités morales, mais manifestement quand même ça a été la sécurité qui était en sommet de notre pyramide des valeurs, et ça a pour moi validé ce diagnostic-là, et juste là-dessus, c'était une période de division, on y reviendra, mais pas le début. C'est-à-dire que le début de la période, il y a plein de sondages qui sont faits, les gens sont ravis d'être confinés, Oui. Ils sont ravis d'être reconfinés une première fois, c'est plus tard que ça commence à se gâter. Et Oui, alors justement, il y a un sondage qui dit que 60% en novembre 2020, 71% des gens se disaient prêts à accepter un prolongement de la mesure en France. Hein. Et je crois que ça a continué avec le second confinement. C'est-à-dire que la population a accepté le modèle survivaliste que lui proposait l'État. C'est ça que je veux dire. Et donc on a une première contradiction là, parce que l'État se met à prôner lui-même un modèle asocial anti-étatique. Et la deuxième contradiction, c'est qu'en même temps, à partir du moment où il a été question d'un vaccin obligatoire, les choses se sont skisées. Ils ne sont pas exactement retournés, mais elles se sont skisées. C'est-à-dire qu'à la demande de protection, la demande de protection à l'État, s'est ajoutée une méfiance vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des experts et vis-à-vis de toutes les figures d'autorité. Une méfiance encouragée par les mensonges objectifs en France. Vous le rappelez, le premier discours de l'État était un mensonge infantilisant. On n'a pas besoin des masques, ils sont inutiles. Et avec tout ce qui a suivi, finalement, ils ne sont pas si inutiles que ça. Mais on a oublié qu'on l'avait dit 2 mois plus tôt parce qu'on ne peut pas se dédire, parce qu'il faut donner l'impression qu'on sait ce qu'on fait. Et aux États-Unis, il y a eu à peu près l'équivalent, puisque quand la pandémie a éclaté, Donald Trump était encore au pouvoir et il a promis un vaccin. Sous peu, ce qui fait que les démocrates se sont dit, on dit publiquement non, surtout pas de vaccin, parce que c'est un vaccin Trump, c'est un train de vaccin, c'est terrible. Et quelques mois plus tard, quand les démocrates ont été au pouvoir à leur tour, ils ont prôné le vaccin, et ce sont les républicains qui ont dit scandale, l'État se mêle de tout, etc. C'est-à-dire que dans les deux cas, le discours médical a été sujet à des impératifs politiques, y compris chez les manifestants, puisqu'au moment de George Floyd, vous en parliez tout à l'heure, les mêmes qui demandaient le confinement, qui étaient d'accord avec le confinement, donc des démocrates, des gens de gauche plutôt, se sont mis à dire non, en fait, on va manifester quand même parce que le seul vrai virus dangereux, c'est le racisme. Oui, et ça, c'était fascinant. C'est-à-dire qu'on aurait tout à fait pu imaginer que ces manifestants disent la santé est quelque chose en effet d'importante, mais là, on a une cause morale plus importante qui surplombe la cause de la santé et de la sécurité individuelle. Mais ça n'est pas ce qu'ils se sont dit. Typiquement, je cite la American Psychological Association, donc rien que ça, vraiment la figure d'autorité psychologique par excellence dans le contexte américain, et qui dit « Racism is the real pandemic ». Donc le racisme est la vraie pandémie. Donc qui utilise ce langage sanitaire pour justifier sa cause morale, plutôt que dans le sens inverse, en quelque sorte. Et donc ce retournement m'a paru fascinant, et ce langage sanitaire sécuritaire est partout dans ma génération. À gauche comme à droite. C'est-à-dire que à droite, me semble-t-il, ce qui a fait reculer le grand paquebot idéologique qui était la vision d'un monde sans frontières très puissant dans les années 90-2000 n'a pas été d'abord la crainte d'une perte d'une culture commune. Ça existe, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Ça a été le fait de parvenir à relier la question migratoire à la question sécuritaire. D'où d'ailleurs la sensibilité des débats sur y a-t-il un lien en nous entre immigration et la sécurité, parce qu'on comprend tous implicitement que si on arrive à brancher les deux câbles ensemble, ça va faire de l'électricité métapolitique en quelque sorte.
Tandis que chez la jeunesse de gauche, je peux pas vous convaincre qu'un regard insistant, c'est très très grave. Par contre, si je dis que ça fait partie du continuum des violences sexistes et sexuelles, et que ça n'est que le début d'une cascade de gestes qui se termine par un viol en réunion, et bien là, à partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre que ça fait partie objectivement de la sécurité individuelle, et donc que c'est une cause légitime. Pareil pour le glissement exceptionnel qu'a connu le terme trauma, donc trauma pour les habitués, mais traumatisme dans sa version longue, qu'on n'utilise quasiment plus. Traumatisme, initialement, c'est un terme physique. C'est-à-dire que c'est ce qui vous arrive quand vous avez un accident de moto sur l'autoroute. Et aujourd'hui, traumatisme peut être mobilisé pour décrire un jeune qui aurait perdu son poisson rouge la veille, etc. Et donc on voit ce glissement, mais pourquoi ? Parce que me semble-t-il, dans un contexte qui est quand même le nôtre, plus dans les pays anglo-protestants que chez nous, mais tout de même de société philosophiquement libérale, chacun est censé avoir ses propres valeurs. Et donc, je ne peux difficilement vous convaincre parce que, assez rapidement dans la conversation, arrive cette formule typiquement anglophone « let's agree to disagree », soyons d'accord pour ne pas l'être, chacun ses idées, etc. Mais donc, si on arrive à trouver une espèce de ciment commun qui, me semble-t-il, depuis Hobbes, on y reviendra sans doute, et la question de la sécurité individuelle, c'est l'arme nucléaire dans un débat. Ça devient très tentant de tricher, de dire alors oui, alors sécurité, mais alors sécurité émotionnelle. Donc là, c'est pas une agression, mais c'est une micro-agression. Donc là, d'un seul coup, vous n'avez pas un simple désaccord où ça rentre dans le cadre du pluralisme libéral où chacun a le sien. Ça devient une façon objective de vous convaincre et de faire intervenir une bureaucratie par ailleurs, parce que la bureaucratie, a priori, ne lit pas le bien et le mal. Par contre, sur la sécurité individuelle, là, c'est un prétexte qui peut être suffisant. Oui, c'est ce qu'on a vu dans les facs au moment de la grande révolution woke. C'était la sécurité psychique des étudiants est en jeu, en quelque sorte. Mais pour en revenir je voudrais qu'on en revienne à ce qui s'est passé au moment du Covid, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un tournant. C'est-à-dire l'idée que l'État prône des techniques de survivalisme comme des techniques sociales, alors que le survivalisme est quand même un type de comportement, et c'est pas exactement une idéologie, mais un état d'esprit qui va avec la fin du monde, qui est post-apocalyptique en quelque sorte, demandé par la population. Et en même temps, la même population se retourne contre l'État, ou en tout cas se méfie de l'État au moment des vaccins, se mélange, et l'État lui-même se décrédibilise avec des discours contradictoires utilisés politiquement, toutes les forces politiques d'ailleurs, plus ou moins. Tout ça joue sur la génération Z. C'est ce que vous écrivez, en tout cas. L'avenir cesse d'être une catégorie pertinente du quotidien des jeunes à ce moment-là. Ça a déjà commencé avant, mais là, ça devient vraiment flagrant. Ça a commencé avant parce que, par exemple, aux États-Unis, la phrase The New Normal, le nouveau normal, qui explose à ce moment-là, en réalité, c'est une phrase qui s'est mise à être utilisée dans la foulée du 11 septembre aux États-Unis, au moment du Patriot Act et des premières mesures de surveillance. Mais ça explose à ce moment-là, de même que ce qu'on a vu en France, le déploiement de l'armée dans les rues au moment du Covid, c'est la suite des mesures sécuritaires, évidemment à cause du terrorisme. Il y a une sorte de lien, mais tout ça mine la question du temps et la question de l'avenir. Vous dites, c'est pas tant que la génération Z est devenue pessimiste, c'est qu'elle, pour elle, l'avenir est illisible. Il est sombre parce qu'il est opaque. Oui, ça me paraît fondamental parce que quand on rentre dans une sorte de concurrence victimaire entre générations, c'est souvent assez stérile comme discussion. J'ai eu le droit, dans une émission de télévision récemment, à une description des 30 Glorieuses comme une période absolument affreuse pour la génération du baby-boom. Donc chacun peut réécrire l'histoire de sa jeunesse en termes péjoratifs. Ce qui me paraît un peu plus objectif, c'est le binaire lisible-illisible, qui me paraît plus déterminant que optimiste-pessimiste. Et d'ailleurs, les jeunes, c'est l'Institut Montaigne qui leur rappelle de mémoire, sont plus optimistes que leurs aînés. Donc là, comment expliquer ça si vraiment c'est le clivage principal ? Donc lisible-illisible, comment est-ce que je mobilise ça ? Lisible-illisible, ça ne veut pas dire bien ou pas bien. Il peut y avoir des excès de part et d'autre. Je pense que la vie était peut-être trop lisible pour les jeunes qui grandissaient dans les années 50 initialement. Il y a une certaine monotonie qui peut être associée à ça. Mais passé un certain stade, je cite Hartmut Rosa là-dessus, le sociologue allemand, passé un certain stade, il y a une sorte de courbe de Gauss de l'émancipation où les choses vont tellement vite et bougent tellement rapidement qu'on n'arrive plus à se projeter dans le temps. Il donne l'exemple des travails, du métier. C'est-à-dire que il y a un certain temps, il n'y avait pas de changement dans le métier au sens où vous faisiez le même que votre père et que votre arrière-grand-père. Donc ça, c'était très lisible. Ensuite, vous choisissiez un métier vous-même, donc il y avait une rupture potentiellement avec l'héritage, mais vous avez tendance à le garder toute votre vie.
Aujourd'hui, les jeunes, c'est Rosa qui le dit, aux États-Unis, qui ont fait des études supérieures, changent de métier environ 11 fois dans leur vie. Et en plus de ça, on pourrait rajouter qu'entre-temps, il y a eu la révolution de l'intelligence artificielle. On ne sait même pas quel métier existera dans 1 an et demi. C'est-à-dire que ceux qui font, ça me rend fou dans l'espace public, des phrases avec une force d'affirmation extraordinaire sur dans 50 ans, nous ferons X, Y, Z, sont globalement des charlatans. Mais il y a une appétence pour ça, justement, de par l'effondrement de l'avenir. Ce qui c'est tellement angoissant de ne pas savoir où on va, que celui qui arrive en prenant sa règle et en traçant un trait en disant nous serons là, a une espèce de force d'attraction charismatique extraordinaire. Et donc là-dessus, ça me paraît plus objectif. On a basculé dans l'autre excès de l'illisibilité du quotidien. Vous parlez beaucoup de géopolitique dans Ligne de Force. Qui, dans 6 mois, peut nous dire avec Trump où sera le rapport de force, les invasions ou non? On n'en sait rien. Et donc, la capacité à se projeter dans le temps est un élément fondamental pour l'être humain, particulièrement pour la jeunesse qui a l'essentiel de sa vie devant soi. Et c'est là où l'effondrement de l'avenir a cessé d'être une catégorie pertinente du quotidien et a 3 effets, détaillés en partie par Lach, dont vous l'avez compris, je m'inspire énormément et que j'installe dès l'introduction comme Oui. le grand-père intellectuel de cet ouvrage. C'est le rétrécissement du temps, de l'avenir et de la communauté. Du temps, parce qu'on prend les journées les unes après les autres. C'est-à-dire que dans les films post-apocalyptiques, il n'y a jamais des plans sur 20 ans, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. De l'espace, parce que ça s'est réduit au bunker, au cocon de son foyer, de son quotidien. Et ensuite de la communauté, parce que dans un contexte survivaliste, on est dans le meilleur des cas par petits groupes, mais généralement seul. Et donc il n'y a pas une communauté entière. La métaphore de l'Arche de Noé est très prisée, et tout le monde ne rentre pas dans l'Arche de Noé. Il n'y a pas grand monde qui survit à l'apocalypse. Le survivalisme n'est pas un sport d'équipe. Et donc cet effondrement de l'avenir a au moins ces 3 effets culturels-là très forts. Oui, oui, oui. Et donc l'avenir est illisible et il est sans prise possible. Oui, On ne peut en rien effet. faire. C'est le deuxième élément là-dessus qui est conceptuellement distinct, mais quand même lié au premier, c'est le clivage, donc après lisible, illisible, le clivage maîtrisable, immaîtrisable. Et ça rejoint l'extradétermination, qui est je ne me sens pas responsable de mon destin, je ne me sens pas maître de mon gouvernail et de mon bateau. Et ce clivage maîtrisable se vérifie au niveau collectif sur la politique, où les jeunes n'ont pas le sentiment d'avoir une prise sur la trajectoire commune de leur nation et de leurs concitoyens. Et ça se vérifie beaucoup au niveau individuel, on l'a dit tout à l'heure, avec le sentiment de ne pas pouvoir dévier le cours de son train. C'est pour ça que l'image du train est meilleure que celle de la voiture, parce que dans le train, on ne choisit pas vraiment les changements de rail, on est porté par un moteur, on n'est pas derrière le volant et on ne décide pas de cette direction-là. Et donc pour combiner accélération, fragmentation des possibles et extradétermination, la métaphore de ma génération, c'est le sentiment d'être dans un train qui va de plus en plus vite, avec des rails qui se fragmentent à l'infini sur autant de possible. Donc on finit en fait par les perdre de vue rapidement, parce que c'est trop d'informations à la fois. Et en même temps, c'est pas nous qui dirigeons le véhicule. Et donc ça, c'est quasiment déjà une allégorie de l'anxiété à part entière. On a un peu l'impression, c'est un des paradoxes, c'est que la génération Z rejoue sans le savoir le type d'angoisse qui a structuré la société dans les années 50, au moment de l'entrée dans l'âge atomique. Vous dites le rapport au nucléaire, à l'IA, sont symptomatiques de l'ambivalence paroxystique vis-à-vis de la technologie. Avec sa fission ou sa fusion, le nucléaire pourrait tout aussi bien nous apporter dès le mois prochain une source exponentielle d'énergie, presque peu coûteuse qu'une annihilation de la planète tout entière. L'IA nous assurerait aussi bien un progrès intellectuel époustouflant qu'un chômage de masse inimaginable. C'est ça, en fait, l'illisibilité. C'est la perspective d'une utopie technologique parfaite et l'apocalypse dans le même mouvement. Oui. Et c'est ce qu'on voyait dans les années 50, dans la génération des boomers, justement. Enfin, l'idée, il y avait vraiment ça, surtout aux États-Unis, mais pas seulement. L'apocalypse nucléaire était certain. La bombe nous faisait entrer dans un monde totalement incroyable. Et de l'autre côté, on arrivait à un nouveau monde, à quelque chose où la consommation devenait, où le rock'n'roll était partout. On allait vers un avenir sûr. La conquête de l'espace. La conquête de l'espace, et en même temps, c'était une catastrophe annoncée. Je vais prendre 2 minutes. Il y a un extrait d'un livre de Norman Mailer dans les années 50 qui me semble très pertinent pour aujourd'hui, où il parle un peu de ça.
Le livre s'appelle Le Nègre blanc, il a été écrit en 57. Et il dit, pour la première fois dans l'histoire, nous sommes forcés de vivre avec la conscience étouffée que les plus petites facettes de notre personnalité ou les projections les plus mineures de nos idées, ou même l'absence de personnalité, peuvent signifier que nous soyons condamnés à mourir comme simple unité d'une vaste opération statistique. Au milieu d'une civilisation économique fondée sur la confiance, le temps peut être effectivement soumis à notre... ou la croyance que le temps peut être effectivement soumis à notre volonté. Nos esprits sont, eux, soumis à l'intolérable anxiété d'une mort sans cause ni raison, et la vie est sans cause ni raison, et le temps est privé de cause et d'effet, et s'arrête. Et il prône, il prophétise que la seule réponse pour échapper à la domination de la statistique et du fait que l'individu se retrouve réduit à une variante statistique, c'est la pathologie. Il prédit pour la fin du XXe siècle la pathologie, la psychopathie exactement, comme condition existentielle de l'humanité. C'est amusant, je pense que sur le fait de mettre côte à côte les deux périodes, ça me paraît très pertinent. Et si ce n'est que ça permet aussi de faire ressurgir les quelques différences. Et je pense que la différence aussi, c'est Haidt qui en parle, c'est que les gens ne dépriment pas ou ne sombrent pas dans l'anxiété parce qu'il y a des défis qui arrivent à l'avenir, ça a toujours existé, mais quand ils sentent qu'ils vont les affronter seuls. C'est-à-dire que le rapport à l'avenir est un rapport de force aussi. C'est-à-dire que si je me sens en tant que membre d'une communauté soudée et unie, et pleine de ressources dans tous les sens du terme, eh bien, je me sens peut-être capable d'affronter des grands défis. Mais si je me sens isolé au sein d'une communauté anomique et déstructurée, eh bien, c'est plus difficile d'affronter l'avenir. Et donc, je pense que les sociétés un peu plus holistes, qu'étaient encore les États-Unis et la France des années 50, avec leurs défauts, pouvaient au moins se dire on est dans ce problème ensemble et on va réussir ensemble peut-être à résoudre cette cohésion sociale. C'est ça. Réelle. Elle commençait à vaciller, exactement. Mais elle existait. Et de fait, pendant la crise des missiles de Cuba, il y a une part des effets que Lasch décrirait pour aujourd'hui, en quelque sorte, qui avait lieu, mais ce n'était pas aussi fort. Et je pense que le clivage, c'est que la fragmentation et l'accélération se sont superposés par-dessus cet effondrement de l'avenir. Alors, vous parlez de mai 68 et de l'hédonisme des années 70. Vous dites, c'est apparu en Occident comme un mouvement optimiste aux yeux de beaucoup, alors que l'injonction à la jouissance sans contrainte, sans entrave et sans temps mort révélait déjà notre incapacité à différer un plaisir immédiat en vue d'un bien futur. C'est effectivement, mais la révolution sexuelle des années 60 était en partie une réponse à la guerre froide et à la perspective de l'annihilation nucléaire. Oui. C'était on va prendre du plaisir maintenant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a cette réduction du temps, cette réduction de l'avenir a commencé là, en quelque sorte, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée qu'on ne savait pas de quoi demain allait être fait, que c'était peut-être formidable, mais qu'on allait peut-être aussi tous mourir. Oui, et je pense qu'en effet, vous avez raison de mettre les deux éléments en parallèle. C'est-à-dire que dans ce que les sociologues américains adorent appeler le tit for tat de la théorie des jeux, où je vous rends un service, vous me rendez un service, et donc dans l'itération, dans la durée, ça finit par arranger tout le monde et favoriser la confiance sociale, etc. Bon, mettons que, c'est un exemple que je donne dans l'ouvrage, un ami me prête un vélo, une maison de vacances, me rend un service généreux. Implicitement, en dehors de l'acte, du désintéressement possible derrière l'acte, il y a l'idée que l'ascenseur puisse être renvoyé plus tard. C'est-à-dire que peut-être que l'année prochaine, il me prêtera son vélo à son tour quand j'en aurai besoin, peut-être que si je suis en panne d'appartement, il va me dépanner, etc. Mais si la catégorie plus tard disparaît, si l'avenir s'effondre, eh bien à ce moment-là, c'est beaucoup plus tentant de contractualiser ou d'avoir son plaisir immédiat parce que demain n'existe pas. Et je pense d'ailleurs que c'est une grille de lecture qui peut également jouer dans l'analyse de l'augmentation des dépenses de l'État, parce que la subvention de l'État, on a parlé tout à l'heure, vous avez ironisé sur les séances offertes par l'État de psychologues. Si le bienfait, le bénéfice est immédiat, l'endettement, lui, c'est quelque chose qui appartient à l'avenir, à demain, et donc il n'existe pas dans notre paradigme actuel. On verra demain. C'est pour ça que je t'ai amusé à prendre comme titre de chapitre
la phrase attribuée à Keynes qui est « à long terme, nous sommes tous morts ». Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui a commencé avec on reproche aux boomers d'avoir gaspillé les richesses. En fait, l'État a été le premier en France, certainement, à le faire. L'idée de la dette, c'est ça, c'est qu'on payera plus tard. On verra plus tard. Oui. Zoran Mamdani est en train de faire la même chose exactement à New Absolument. York. Il a remis les finances à l'équilibre, mais simplement en transférant les dettes à un moment où il sera plus maire. C'est extraordinaire. Donc l'avenir est sacrifié, y compris par les politiques publiques. Et ça pose une question, ça dépasse c'est-à-dire que la génération Z est le résultat de ça, le résultat de ce sacrifice de l'avenir sur tous les plans économiques, technologiques, idéologiques et sociaux. Et la question se pose de savoir d'où ça vient. Votre bouquin, il est sous-tendu par une espèce de questionnement religieux que j'arrive pas complètement à éclaircir, parce que c'est implicite très souvent. Je vais pas vous demander si vous êtes croyant, mais il y a de fait, il y a une question qui se pose. C'est-à-dire, on le voit en ce moment où c'est le discours du pape qui fait l'événement face aux IA, en essayant de réinstaurer une espèce de temporalité humaine. Et la question se pose, mais c'est une question compliquée, parce qu'effectivement, il semble qu'avec le christianisme, il y ait le temps cyclique du monde antique a été aboli. Soudainement, Jésus a instauré un avenir possible avec cette idée que les péchés des pères ne retomberont pas sur les épaules des fils. À partir du moment où l'amour remplace le jugement, il est possible d'expérimenter, il est possible d'inventer, et donc il est possible d'avoir une individualité, d'être un sujet en quelque sorte. Mais c'est ambigu. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui permettra plus tard le développement de la science, c'est le pacte, du pacte faustien. Donc il y a quelque chose dans cette ouverture de la chrétienté qui va aboutir à la révolution aux Lumières et à la révolution industrielle et quelque part au sécularisme. La religion de la sortie de la religion. Voilà, le christianisme peut être vu comme la religion de la sortie de la religion. Et on en est là. C'est la question de savoir si on n'est pas entré dans un monde post-chrétien d'une certaine façon, où seule la science et la technologie sont réellement remplacent la transcendance en fait. C'est une bonne question. Alors, le christianisme a changé le rapport au temps en instituant un an zéro. Donc c'est toujours le scandale originel en quelque sorte qui est si vraiment il existe un Dieu fait homme, pourquoi à tel endroit, à tel moment, pourquoi pas avant, pourquoi pas ailleurs, etc. Et ça, c'est toujours très troublant et contre-intuitif. Et une fois que ça a lieu, c'est vrai que ça permet conceptuellement ce que la modernité a accentué et gardé, qui est le côté téléologique du temps. Donc il y a eu ça chez les libéraux et les positivistes dans une vision assez linéaire où les différents progrès devaient s'enchasser l'un l'autre des différents domaines pour aller vers un mieux. Et il y a eu une conception plus dialectique avec Marx, Hegel et leurs descendants, qui était par phase de recul, par phase de synthèse, de sublimation, arriver à un avenir qui progresse. D'ailleurs, avec le XXe siècle, le totalitarisme, le génocide et les guerres mondiales, je dirais que la variante dialectique, qui est un peu moins falsifiable, parce qu'on peut toujours dire qu'on est dans une phase de recul, et la synthèse arrivera, et après tout ira bien, se porte mieux aujourd'hui, je trouve, que la version plus linéaire et libérale, parce qu'on peut dire, au bout de combien de génocides est-ce qu'on commence à se dire que peut-être que ça n'a pas marché. Ensuite, sur le côté post-chrétien, je pense qu'en effet, le christianisme est là. Alors, le terme cause est paradoxal, parce que soit on traite le mot cause en disant sans A, il n'y aurait pas eu B, ou alors on traite le terme de cause en disant A devait mener inéluctablement à B. Je pense que je serais plutôt dans le premier camp, qui consiste à dire que quand on constate un incendie, c'est sûr que si on n'avait pas inventé le feu, ça n'aurait pas eu lieu. Mais en tout cas, le feu a d'autres virtualités que l'incendie. Ça permet de construire des choses, de se réchauffer l'hiver, etc. Et il y a une partie, en effet, du message chrétien qui a été... c'est l'analyse de Chesterton sur les vertus chrétiennes devenues folles. Il dit vertus parce que séparées les unes des autres. Donc on a, par exemple, une mansuétude infinie, qui est une sorte de Victor Hugo mal digéré, où on dit
ce brave homme, certes, est son 28e coup de couteau, mais est-ce qu'il peut pas avoir une 29e chance? Et à l'inverse, il y a une absence de pardon totale en disant, lui, certes, il a purgé sa peine. En effet, il a commis un viol il y a 30 ans, mais il a fait ses 30 ans de prison. Est-ce qu'il peut être réhabilité dans la société? Là, non. Donc on voit comme ça des morceaux qui se scindent en deux et qui deviennent des versions radicales les unes des autres. Et sur cette génération, je pense qu'elle porte des éléments comme ça de la rosace initiale et qui les radicalise. C'est déjà... le christianisme institue cette idée absolument radicale et révolutionnaire et folle et incompréhensible de l'égalité entre l'empereur et l'esclave face à Dieu, ce qui n'est pas l'égalité politique, mais en tout cas face à Dieu. Et derrière, en tout cas, ça permet la possibilité, plutôt pour rester dans ma première vision du mot cause, le marxisme, qui en fait une idole. Idem pour la liberté individuelle, ça nous donne la question du libéralisme philosophique. Et on peut comme ça multiplier les fragments qui se prennent pour maître chez eux et qui se mettent au sommet de la pyramide plutôt qu'en étant un élément parmi d'autres d'une rosace plus large. C'est comme ça que je le formulerais. Mais la ligne chrétienne permettait encore le maintien d'une forme de transcendance. Oui. Et on est tous d'accord que la notion de transcendance est devenue très problématique, mais on a le sentiment qu'elle se recycle. Par exemple, dans l'engagement politique, aux États-Unis, le wokisme a été considéré comme... il y a une plaisanterie sur tout le monde appelle ça le grand Awakening, oui. Awakening, par référence au grand Awakening, Protestant. la révolution puritaine du XVIIe siècle. De ce point de vue, le wokisme peut être vu comme quelque chose de crypto-religieux, en quelque sorte, mais qui n'aboutit pas à une forme de transcendance. Ou en tout cas, la transcendance est ratée et à la place, on a la radicalité, quoi. Et dans votre livre, vous posez une question une des questions les plus dérangeantes, qui est que on constate une corrélation puissante entre la radicalisation idéologique à l'extrême gauche et l'essor des troubles mentaux, notamment aux États-Unis. Et c'est constaté par les gens eux-mêmes. C'est pas un discours républicain idéologique. C'est-à-dire que les études à la question « Est-ce qu'un docteur ou votre prestataire de soins de santé vous a déjà dit que vous souffriez d'un trouble de santé mentale ?» Vous dites 38% des Blancs très progressistes, âge et sexe confondus, répondent oui, contre seulement 19% des non-Blancs, soit un rapport du simple au double. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les très conservateurs, il n'y a aucune différence entre les couleurs de peau en réponse à cette question. Donc c'est très étrange. C'est-à-dire que ce sont les Blancs progressistes, et en particulier les femmes, d'après ce que vous dites, qui, dans les études, répondent qu'ils ont particulièrement des problèmes mentaux, qui ont été diagnostiqués comme tels. La sociologie la plus affectée de la crise de la santé mentale, c'est les jeunes femmes américaines ou, disons, anglophones, pour reprendre les trois pays, je cite à chaque fois, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, très progressistes. Et ça, c'est la sociologie. Et diplômée. C'est la sociologie, si on veut être un peu niche, un peu précis, qui est la plus durement affectée, qui est celle d'ailleurs qui se tourne le plus massivement vers une culture thérapeutique, vers ce que les Anglais appellent le therapy speak, ou les termes thérapeutiques comme toxique, dépendance, pathologie, etc., infestent le quotidien, on les a mentionnés tout à l'heure. Et deux éléments de nuance là-dessus, parce que c'est un sujet en effet parfois mobilisé de façon polémique, mais premièrement, ça ne concerne que les jeunes. Donc c'est un phénomène nouveau. Oui, ça c'est très intéressant. Chez les personnes âgées... C'est très intéressant. Vous dites que le clivage progressiste-conservateur n'a aucune conséquence en ce qui concerne la santé mentale des adultes. Oui. Et d'ailleurs, dans mon ça n'arrive que sur la génération Z. Encore une fois, on revient sur la cassure début des années 2010. Ouais. C'est là aussi, comme les écrans, c'est le même moment que ça se joue. Et dans mon passage chez Quotidien, Jean-Michel Apathy a donc pu dire « Moi, je ne risque rien ». Et l'autre élément, c'est que par ailleurs, et je le regrette, la recherche française me paraît sur ce sujet en retard sur son homologue américaine, voire britannique. Et on n'a pas de données comparables. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous dire, et c'est le cas également en France. Ça paraît possible, plausible, mais en tout cas, on n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens-là. Sur les explications possibles, on pourra revenir sur est-ce que la politique a remplacé le religieux, mais en tout cas, l'une des plus évidentes, les plus plausibles, c'est le sectarisme idéologique. On est face à une génération qui a déjà des réseaux de sociabilité fortement amoindris par rapport au même âge, les générations d'avant. Donc on a 45% des zoomers, comme on dit parfois pour la génération Z, progressistes, qui disent être prêts
à couper les ponts avec un ami qui dit des choses politiquement sensibles. Enfin, j'ai plus la formulation exacte, mais c'est dans ces eaux-là. 45% des zoomers adhèrent à l'affirmation selon laquelle ils mettraient fin à une amitié car leur ami a exprimé un avis politique qu'ils jugent inapproprié. Voilà. Et les homologues modérés et conservateurs de la même génération, c'est que 24%. Oui. Et là où peut-être que c'est vraiment le sectarisme qui joue, c'est que le sectarisme, certes, est corrélé à l'idéologie très progressiste, disons, mais il est également corrélé à l'âge. Et c'est-à-dire que dans ce même sondage, je ne l'ai pas donné dans le livre, mais vous prenez les conservateurs et les modérés et les progressistes plus âgés, les chiffres sont plus bas dans toutes les catégories. Donc c'est le croisement des deux facteurs générationnels et idéologiques qui font qu'on est quasiment à 50%, là on est à 45%. Donc mécaniquement, mettons que vous ayez que 4 amis, là où la génération d'avant, on en aurait eu 8 au même âge. Sur les 4, vous en supprimez 2 de votre vie sociale parce qu'ils pensent différemment. Mécaniquement, la solitude, alors l'isolement qui est le facteur objectif et la solitude qui est le ressenti subjectif, va être aggravée, et la solitude est le premier facteur prédictif de trouble, ou l'un des premiers. Et donc mécaniquement, on voit comment on peut imaginer que le wokisme défavorise le fait d'avoir une santé mentale équilibrée de ce point de vue-là. Et oui, ça va assez loin, parce que vous citez un article qui a fait grand bruit aux États-Unis, The Politics of Depression, où 4 épidémiologistes affirment que les différences idéologiques sont devenues prédictives des troubles au sein de la jeunesse américaine, plus même que la différence homme-femme. Et encore une fois, je passe le chapitre à essayer de passer en revue les fausses corrélations possibles, à avoir tous les contre-arguments qui ont été mobilisés, mais la différence, la force prédictive de l'idéologie sur la santé mentale reste, en tout cas dans le contexte des jeunes Américains. Il y a vraiment des contradictions très, très, parce que, très étonnantes, parce qu'il y a d'un côté l'isolement quelquefois recherché, au nom de la radicalité d'une forme de pureté idéologique ou intellectuelle, particulièrement flagrante, vous dites, quand les niveaux d'éducation sont élevés. C'est-à-dire que plus on fait des études, plus on a tendance à se radicaliser politiquement et à aller vers une forme de rupture. Et cette rupture va de pair, bizarrement, avec une forme d'indistinction. C'est-à-dire qu'on est à la fois, c'est ce qu'on disait au début, il y a à la fois cette idée d'un individu seul, avec ses convictions, qui n'a d'interaction qu'avec des gens qui pensent comme lui, et de l'autre côté, indifférenciation sexuelle. La Gen Z américaine, vous dites, est la première qui soit majoritairement en désaccord avec l'affirmation qu'il n'y a que deux genres, hommes ou femmes. Indistinction entre les lieux de travail et les lieux de loisirs, tout ça se mêle complètement. Et le plus étrange, que je ne connaissais pas, je veux dire, l'indistinction des âges avec le développement des kidultes, qui sont les jouets d'enfants vendus pour adultes, alors même que les jouets pour les enfants en bas âge tombent, enfin ils se vendent moins. En 2023, vous dites, la vente des kidultes a représenté 28% du chiffre d'affaires total du secteur en France. 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 7% par rapport à 2022. Donc, c'est des adultes qui s'achètent des jouets d'enfants. Donc c'est ce mélange qui est étonnant. C'est à la fois la recherche d'une espèce d'individualisme au nom d'un idéal collectif, et en même temps l'indistinction générale dans les modes de vie, quoi. Il me semble que une façon possible de résoudre la contradiction, si tant est qu'on peut la résoudre, c'est l'affaiblissement de la fonction paternelle, qui donne d'un côté, c'est une phrase de Fabrice Adjadj, mais je crois qu'elle existe également chez Lacan, qui est le père donne le nom et le nom. Donc NOM, NON. Le nom, l'identité. Donc quand vous avez l'identité, vous êtes plus difficilement tenté par l'indifférenciation. Et le nom, la limite. Et l'affaiblissement de la fonction paternelle, c'est notre ami Ruben Rabinovitch qui en parlerait beaucoup mieux que moi et qui est souvent cité d'ailleurs dans l'ouvrage, a cet effet-là. Et sur la question du kidulte, il y a déjà la version la plus caricaturale de cette tendance, c'est la tétine pour adultes. Alors c'est difficile de faire la part des choses entre l'emballement médiatique que ce type d'article peut générer et la réalité un peu démographique derrière. Mais néanmoins, sur le marché du kidulte, là pour le coup, on a des chiffres plus épais. Et j'ai vu récemment passer sur les réseaux sociaux l'annonce d'une nouvelle boîte de Lego Star Wars, à, je sais plus, 600-700 euros pour l'étoile noire, etc. Bon, là, clairement, c'est pas l'argent de poche de l'adolescent qui va aller se l'acheter. Et
Et on voit également à sa façon, ça participe aussi de notre stérilité culturelle et de ce rapport à l'avenir, Harry Potter qui est réadapté en série. Et je pense que ce sera peu ou prou le même public qui va regarder les films sortis il y a 10-15 ans à peu près maintenant, qui va les regarder dans la série HBO qui sortira prochainement. Donc on voit à la fois ce côté, cette stagnation, cette fascination pour l'enfance comme moment idéal qui n'est plus derrière nous mais devant nous en quelque sorte, qui devient une espèce d'objectif, et la difficulté à sortir de cette période-là. Une autre des contradictions, enfin, une des choses qui peut expliquer la contradiction de cet isolement social, cette recherche ce mélange d'indistinction et de recherche d'isolement, c'est que c'est un isolement qui se fait toujours au nom du social. C'est-à-dire que la personne engagé politiquement, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est un peu particulier comme type d'engagement, ses convictions sont toujours, c'est ce qu'on disait au début, prises dans les réseaux sociaux, prises donc dans le regard des autres. On n'a pas des convictions simplement tout seul dans soi. Pour le coup, on rompt avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, mais au nom d'un comportement qui est validé par une communauté virtuelle. Oui, mais la question difficile à savoir, et on s'était beaucoup posé quand j'avais discuté avec un jeune essayiste qui s'appelle Baptiste de Tombe, qui avait écrit là aussi une perspective très générationnelle sur le rapport au numérique. Est-ce que Internet favorise le conformisme ou la fragmentation? C'est pas évident d'y répondre. Et Les deux. les deux, et C'est ça, une façon de la résoudre, particularité de l'époque, c'est que c'est les deux. et une façon de résoudre partiellement cette chose-là, c'est qu'on pourrait dire que ça favorise le conformisme par niche. C'est-à-dire que ça crée des niches, et dans la niche, tout le monde doit être d'accord. Et donc, c'est-à-dire que si on reprend un peu la métaphore de l'archipélisation de Fourquet, on a des archipels assez homogènes sur certains sujets, certaines thématiques, mais de plus en plus d'archipels. Et je pense que c'est une façon de mettre en relief ce rapport paradoxal d'uniformisation et de fragmentation, de collectifs et d'individus. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la rhétorique des solidarités, là aussi de l'intersectionnalité à sa façon, de faire converger les luttes dans un contexte où en fait il y a une fragmentation gigantesque. C'est un peu une sorte de cache-sexe rhétorique. Bien sûr, l'idée de convergence des luttes ne fonctionne pas dans l'époque actuelle. Non. Pas plus que l'idéologie d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est trop fragmenté. C'est ça. Mais si on garde une seconde la comparaison avec les années 50, dans les années 50, le grand ennemi était la statistique. C'est-à-dire le conformisme venait du fait qu'on était une variable. Chaque individu était une variable prise dans une courbe statistique. L'algorithme, c'est un peu différent. L'algorithme vise directement l'individu. Il est calculé de plus en plus en fonction de ce qu'on est chacun. La captation des données individuelles sert à ça, en fait. Très juste, oui. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans l'ouvrage phare de Adorno et Horkheimer, ils ironisent à un moment sur le terme unité, dans les deux sens du terme. Unité comme point de convergence et unité comme une unité de mesure statistique. Et on voit comment là on est un peu dans l'éloge de la diversité, donc l'inverse de l'unité qui nous paraît encore un peu étouffante à certains égards. Et en même temps, l'empire de la statistique n'a cessé de prendre. Et de fait, on voit que les deux modes d'énonciation légitime dans l'espace public, sur un spectre épistémologique caricatural, à l'une extrémité, on a le témoignage, donc mon ressenti. Et là, j'ai forcément raison pour moi-même. Et qui êtes-vous pour me dire que? Et à l'autre extrémité, la statistique, qui est, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Et si on prend quelque chose comme de la démocratie en Amérique chez Tocqueville, bon bah ça rentre pas vraiment là-dedans parce qu'il y a une part de ressenti, sans doute qui donne des chiffres par ailleurs, mais c'est quand même c'est un mode d'énoncé qui est des affirmations communes, politiques, philosophiques, symboliques, et qui aujourd'hui on lui dirait à la fois sur le côté le diplomisme universitaire source. Point d'interrogation, quelle source, quel chiffre? Donc ça ne veut rien dire, donc c'est un truc d'essayiste, polémiste, pas sérieux. Et sinon, vous n'avez pas parlé de votre ressenti au sens comment vous êtes ressenti à un instant T ou pas assez. Et on voit qu'on est écartelé en quelque sorte entre ces deux modes d'énonciation. Et c'est une signe, d'une certaine façon, d'un certain relativisme aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a plus que le chiffre, si, comme disait Castoriadis, tout ce qui compte doit pouvoir être compté, eh bien, c'est qu'on n'est pas d'accord sur quoi que ce soit d'autre. Et sur le ressenti, c'est un subjectivisme un peu pauvre où chacun peut parler de ce qui est vrai pour lui et on ne peut pas construire grand-chose à partir de ça.
Mais de même que la technologie signe la fin des héros, au sens héroïque du terme, Intéressant. technologie militaire en particulier, Oui, c'est vrai. la statistique, on pourrait dire, signe la fin des pairs, C'est- PERES. Et c'est ce que vous dites dans votre bouquin. On est passé de l'autorité des pairs, PERES, à l'assomption des pairs, PAIRS, Oui. donc des semblables. Il n'y a plus d'hiérarchie, il n'y a plus des semblables parce que sur les courbes statistiques, comme dans les algorithmes, on est tous pareils. On est écrasé dans le même horizontal. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, une façon d'illustrer le rapport entre le passage du père aux statistiques, on pourrait dire le père, c'est le donné, l'héritage, et le statistique, c'est les données. Et le glissement de l'un à l'autre pourrait s'illustrer avec cette Oui, formule-là. exactement. Et alors, du passage du père PERE au père PAIRS, là aussi, c'est Christopher Lasch qui était assez lumineux là-dessus. Si vous perdez cette mesure verticale du surmoi du père à qui il faudrait ressembler et qui a pu être évidemment très étouffant dans les générations précédentes, eh bien, il ne reste plus qu'une façon plus horizontale de mesurer l'évolution des choses. Il y a beaucoup d'analyses faites là-dessus, notamment, je me souviens dans son ouvrage Demeure du philosophe François-Xavier Bellamy, qui montrait que l'arrivée de Hobbes, c'est un élément que je n'ai pas d'ailleurs creusé chez lui dans cet ouvrage-là, c'est l'arrivée du mouvement et de la vitesse, qui devient un point de référence horizontal. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai progressé, si je suis bon ou mauvais, je sais que je suis devant ou derrière mon concurrent, et que je marche plus ou moins vite que mon concurrent, et donc j'ai peur d'être dépassé, c'est un mot qui revient souvent dans l'espace public, non mais ça c'est une technologie qui est dépassée, donc dépassée par quelqu'un dans la course à l'armement, Et donc si vous perdez ce point de référence vertical fixe, le mouvement, la seule façon de le mesurer, c'est par rapport à d'autres personnes. Et donc, ce n'est plus mon entreprise fait du bon travail, elle a gagné 2 points de part de marché sur son rival. Et attention à ne pas faire du surplace. Faire du surplace, c'est synonyme de mort. Et donc, la rivalité mimétique, et aussi Girard l'avait analysé à sa façon, devient plus forte dans un contexte d'égalité. Oui. Parce qu'on se mesure sur d'autres, on se compare à d'autres, et les réseaux sociaux là-dessus, elle a fait une publication de sa photo de profil avec 2 fois plus de likes que moi, elle est donc 2 fois plus belle, il faut que je la rattrape, que je la dépasse, et ça accentue cette rivalité intrinsèque à l'être humain évidemment, mais exacerbée par un contexte égalitaire paradoxalement. C'est ce que les dénonciatrices ou dénonciateurs du patriarcat ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la société des pères, on est dans la société des frères mimétiques, et la brutalité, parce qu'elle est réelle, la brutalité des relations s'explique justement par là, par le fait que l'égalité engendre plus de concurrence, donc plus de brutalité. Et le meilleur exemple de ça, c'est le rapport à la concurrence entre les enfants aujourd'hui par parents interposés. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a une telle tension entre eux, ne me dites pas comment élever mon enfant. Une part de ça, évidemment, c'est le subjectivisme ou l'individualisation culturelle, où chacun l'élève comme il veut, très bien. Mais en plus de ça, faute de normes morales qui leur sont propres ou faute de la certitude dans leur rôle spécifique d'élever leurs enfants, dans le sens le plus noble d'élever, eh ben, il ne reste plus que la comparaison entre les pairs. Et donc ça devient, est-ce que mon enfant a une bonne maîtrise du français, parce que je sais ce que veut dire en moi une bonne maîtrise du français, ça devient, ne sachant plus très bien ce que ça veut dire, quelle est la moyenne où est-ce qu'il se place par rapport à la moyenne? Sportivement, est-ce qu'il est dans les premiers? Et du coup, chaque parent qui vient de dire « Ah bah moi, mon enfant a seulement 2 ans et demi, c'est compté jusqu'à 25 ou j'en sais rien », ça crée une tension parce qu'on est dépassé par l'enfant de l'autre. Et donc ça accentue la rivalité mimétique entre parents par enfant interposé, me semble-t-il, cette perte d'une échelle verticale de mesure. Oui, c'est ça. Il y a dans l'idéologie de la thérapie dont on parlait au début, va plus ou moins de pair avec cette idée d'égalisation. C'est-à-dire que si on est tous mal foutus, si on est tous déprimés, quelque part on est tous égaux. Oui, c'est vrai. Et l'autorité, c'est celle des experts et les techniques. C'est pas une autorité de la loi au sens vertical du terme exactement, c'est une autorité purement technique. Voilà ce qu'il faut faire pour aller mieux, étant entendu qu'on n'ira justement pas mieux, parce que la clé de la thérapisation de la société, c'est que tout le monde doit rester déprimé pour que l'égalité soit maintenue, en quelque sorte. Oui. Et d'ailleurs, oui, vous avez raison, et sur ça se développe un peu cette idée de la fin de la dernière séance. Vous voyez, à la dernière séance de thérapie, un moment assez clé où en fait le thérapeute, le psychologue vous dit voilà, désormais allez vivre en paix, vous n'avez plus besoin de moi. Et cette idée-là disparaît un peu, où la thérapie devient tout comme
On fait un jogging de temps à autre et un peu de sport pour rester en forme physique. On consulte une fois par semaine, une fois par mois pour sa santé physique d'un côté, sa santé mentale de l'autre, et cette espèce de truc sous perfusion, parce qu'on ne pourrait pas vraiment vivre sans. Ce qui est quand même l'une des plus grandes intuitions de Lâche, pour le coup, c'est que le passage d'une morale commune, parfois étouffante, à une sortie de celle-ci, n'est pas le passage d'un individu brimé, un individu parfaitement libre et émancipé, c'est le passage de la communauté à l'expertise officielle, à la bureaucratisation de l'existence. Parce que ça devient, sur ce vide, prospère l'expertise médicale et les autres formes d'experts. Et le fil rouge de l'œuvre de Lâche, c'est un peu ce scepticisme, cette inquiétude de la société des experts, quoi. Vous citez une grande campagne lancée au Royaume-Uni il y a 10 ans auprès des universités qui disait It's okay not to be okay. C'est OK de ne pas être OK. Allons mal. C'est pas de culpabilité sur le fait d'aller mal. Allons voir notre psy. Et étant entendu que les voies de guérison, vous dites, paraissent être de nature, au fur et à mesure que les voies de guérison paraissent être de nature thérapeutique, la croyance en la possibilité d'une guérison faiblit. C'est ce qu'on vient de dire. En fait, il s'agit de construire des gens qui ne soient pas dangereux, non? Alors, ça suggère une intentionnalité. Non, c'est une forme de peur globale. Oui, c'est vrai que oui, on a des gens inoffensifs. Vous dites qui ne juge pas condamne. Oui. On ne juge personne puisque tout le monde va mal, mais du coup on condamne tout le monde à aller mal pour pouvoir rester dans les clous en quelque sorte. Alors sur It's Okay Not to Be Okay, ça fait partie des rares choses pour le coup de témoignages strictement personnels, parce que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver des traces de cette campagne, mais je l'avais vu de mes yeux en tant qu'étudiant à l'université d'Exeter. Et j'avais une sorte d'intuition, enfin ça me mettait un peu mal à l'aise et en même temps je pouvais comprendre, et donc ce truc m'était resté, je n'arrivais pas à comprendre, ce qui me dérangeait légèrement, et on pourrait dire que tout l'ouvrage a été une façon d'essayer d'objectiver ce sentiment un peu diffus initial. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire qui ne juge pas condamne, en comprenant une métaphore un peu judiciaire, parce qu'on aimerait bien en effet être jugé avant d'être condamné, c'est que la culture thérapeutique, qui n'est pas la même chose que d'aller consulter, c'est quand justement le mode d'énonciation entre le psychologue et son patient s'évade du cabinet de consultation, s'évade du divan pour affecter la société tout entière. Évidemment que le psychologue, face à quelqu'un qui lui parle de ses problèmes ou de ses défauts, ne commence pas par l'enterrer en disant « dis donc, vous êtes vraiment un sale type », parce qu'à ce moment-là, la confiance ne s'établirait pas. Mais ce mode d'énonciation parfaitement légitime d'une posture de neutralité absolue, de non-jugement, a affecté toute la société aujourd'hui. Et là aussi, je m'étais amusé avec le logiciel Ngram de Google à aller vérifier la fréquence d'apparition de certaines formules. Qui suis-je pour juger a explosé année 2000 de mémoire et déjà année 80. Ne me juge pas, etc. Ce type de formule automatique est très puissante, mais ça a un effet très clair que Lâche identifie. Il dit qu'il y a un lien entre l'érosion de la culpabilité et l'érosion de la compétence. Celui qui vous dit « vous n'êtes pas coupable » vous dit aussi « vous n'êtes pas capable ». Et ça n'est pas rien. Ouais. Et de fait, là où, encore une fois, il a été, vrai et fort dans l'analyse de sa génération, il a été carrément prophétique pour ce qui est arrivé après. C'est que la génération à laquelle on a le plus dit « vous n'êtes pas coupable » est celle qui a le plus intériorisé « je ne suis pas capable », avec la hausse de l'électrodétermination. Oui, bien sûr. C'est pas de sa faute. Oui, exactement. Il peut rien. Il peut rien. En fait, il y est pour rien. Ça veut aussi dire, et il ne peut rien. Enfin, on peut s'amuser à prendre toutes les formules comme ça. Bien sûr, mais il y a quelque chose de très pervers dans cette sorte de logique. C'est une compassion qui a des effets négatifs. Ouais. Mais tout ça va avec cette espèce de fausse non-agressivité, c'est-à-dire que puisqu'il va pas bien, comprenons-le, emmenons-le chez le psy, qui fait que dans les écoles américaines en particulier, ça peut aller très loin. Enfin, les conseillers scolaires sont littéralement devenus des sortes de psy pour les étudiants qui peuvent décider. Vous citez, je ne sais plus où, vous citez l'exemple de gamins qui décident d'intenter des procès à leurs parents avec le soutien de l'administration scolaire, je crois. Alors, c'est pas des procès, mais en tout cas, les psys dans de nombreux États américains, donc de nombreuses écoles au sein de ces États,
peuvent décider de ne Ah pas, oui, c'est ça. de ne pas donner des informations aux parents. Aux parents et d'accéder eux-mêmes, à partir de 12 ans, Oui. d'accéder eux-mêmes à des soins pour leur santé mentale sans permission parentale. Absolument. Donc ça peut aller très loin, mais ça va avec une potentielle agressivité si on sort de ce système. C'est-à-dire que on peut se retourner, ça peut se retourner très vite contre des profs, par exemple. On le voit régulièrement. Jonathan Haidt, que vous citez, a été exclu de Columbia tout récemment parce qu'il expliquait justement que l'idéologie qui régnait dans les universités nuisait à la santé mentale des étudiants. Et les étudiants ont signé une pétition pour refuser que Jonathan Haidt fasse sa conférence, justement parce que ça nuisait à leur santé mentale. Oui, bien sûr. Parce que et ce qui est fondamental à faire comprendre, et c'est de plus en plus dur pour une génération qui baigne justement dans la survalorisation du regard social, c'est que le signalement de vertu et la vertu sont deux choses radicalement différentes et parfois assez incompatibles. C'est-à-dire que l'affichage de compassion n'est pas la même chose que d'aider ces jeunes, et c'est pour ça que je trouve que le jeunisme politique et médiatique est une espèce d'hommage pervers, parce que souvent c'est au début d'un discours d'un homme politique, parfois quand il se lance en campagne, qui dit « ma grande priorité sera les jeunes », parce que ça fait très chic de dire ça aujourd'hui. Ça, je pense que pour le coup, c'est un héritage aussi de 68 avec le jeunisme latent dont on a arrêté et qui s'est retourné contre eux avec le hockey boomer d'ailleurs, ce qui est plutôt amusant. Mais à la fin, dans la dernière étape, c'est-à-dire les politiques publiques, c'est le cadet de leurs soucis, parce que les jeunes sont plus faibles démographiquement que la génération du baby-boom et votent beaucoup moins, donc doublement moins puissants politiquement. Donc aussi, là aussi, l'affichage de bonne vertu n'est pas la même chose que d'agir pour le bien, et on a parfois du mal à le faire comprendre aux gens dans une société surmédiatisée qui écrase l'un par l'autre, en quelque sorte. Alors, je voudrais qu'on vienne dans la dernière partie de cette émission sur la question du rapport à l'État et de la recherche de sécurité, parce que c'est ça qui est central, en fait. Oui. Cette espèce de recherche de la thérapie systématique, c'est la recherche de la sécurité psychique qui est demandée aussi à l'État. Et vous citez Thomas Hobbes, le philosophe du politique du XVIIe siècle. Vous dites qu'à l'époque de Thomas Hobbes, donc au XVIIe siècle, face aux guerres civiles religieuses, Hobbes avait considéré qu'il n'y avait rien dans la nature des hommes en dehors d'un désir de conservation, et que c'est là le grand tournant philosophique occidental de Descartes à Hobbes, que soudainement la question va devenir la question de la conservation de soi, et non pas la conservation en vue de quelque chose. Et c'est là que s'amorcerait la fin de la transcendance, en fait. Jusque-là, dans la philosophie médiévale et antique, l'autoconservation n'était qu'une fin seconde subordonnée à une fin première, qui était l'accomplissement de l'être via la communauté, le pays, la religion et finalement Dieu, et que à partir de Hobbes, ce qui prime, c'est la conservation de l'être, qui doit être assurée par l'État, puisque l'égalité entre les hommes signifie le fait qu'ils sont capables de se tuer les uns les autres, et que donc il faut un arbitre suprême pour faire régner la concorde, et que cet État, ça va être, sous la plume de Hobbes, le fameux Léviathan, l'État absolu qui fait régner la concorde. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, à commencer par l'espèce de nostalgie qu'on sent plus ou moins affleurer dans vos pages sur l'idée que c'était mieux à l'époque de la philosophie médiévale. Ça se discute, non ? Alors, non. Alors sur ce passage-là, déjà, ce que dirait Lâche, c'est que c'est le progressisme technologique qui génère la nostalgie. Oui. Parce que justement, en complexifiant l'existence par la technologie, ça crée une opposition mentale qui est futur complexe, passé simple. Et donc tout se joue dans le passé. Et le fait que même le progressisme, il y a un passage là-dessus, soit devenu à sa façon nostalgique et recroquevillé sur la conservation de ses acquis, en rejoignant des batailles d'un demi-siècle, et en soi symptomatique. C'est-à-dire que même les niches les plus historiquement optimistes, aujourd'hui, sont pessimistes à leur façon. Oui, mais quand j'ai lu ça, j'ai pensé, après tout, c'est ce que Houellebecq dit, par exemple. Oui. Il faut revenir, c'est ce que Dugin dit, il faut casser toute la modernité, revenir... Dugin, je ne l'ai pas lu, donc je ne le prononcerai pas, mais revenir au monde médiéval, à l'époque où on pensait que Dieu était... On était en communion avec Dieu, et que la société était en communion avec Dieu. Bien sûr. Alors...
c'est un ouvrage dont il ne faut pas non plus exagérer les ambitions. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui cherche à analyser une génération et pas Oui. des millénaires de Il y a philosophie. ça en toile de fond, quoi. Mais en fait, ce qui me frustrait, je dirais, sur cette question précise, c'est d'entendre beaucoup de personnes, dont certaines brillantes par ailleurs, mais qui ont une grille de lecture darwiniste, dire c'est évidemment normal qu'on soit obsédé par la survie parce que c'est ce qui nous a permis de survivre. Et à mon sens, ça n'est pas si vrai que ça, en fait. Et aujourd'hui, on le voit avec une sorte de deux faces d'un même paradoxe, qui est que la civilisation de la survie est celle qui voit ses fils et ses filles se donner la mort en des proportions impensables, et qui, pour la première fois en France, en temps de paix, a plus de décès que de naissances. Donc là aussi, une civilisation qui s'autodétruit parce qu'elle sacralise la survie. Donc survivra-t-on à notre survivalisme? Ça, cette question me paraît intrigante. Et l'autre face de la même pièce, c'est Lâche qui en parle un peu en citant notamment Viktor Frankl, qui est qu'en réalité, parce que c'est notre horizon mental implicite à tous quand même, ceux qui ont connu les camps de concentration étaient moins survivalistes, parfois, que le récit qu'on en a fait a posteriori. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient prêts, et le sujet est évidemment lourd et tragique, mais qui étaient prêts, dans certains cas, à mettre de côté un quignon de pain, dans un contexte évidemment qu'on connaît de grande faim la plupart du temps, pour aller voir une pièce de théâtre improvisée et un petit morceau de culture pour se réchauffer de l'âme. Et donc, ça n'est pas ce qui me frustrait, c'était ce rapport à évidemment qu'on est survivaliste parce que ça a été plus dangereux que jamais, comme à droite sur l'insécurité, parce que la situation économique est plus difficile que jamais, donc on se focalise sur la survie. Non, ça a été aussi un choix philosophique et culturel effectué il y a un certain temps, qui a permis l'édification de l'État moderne, ce qui n'est pas rien, mais qui a aussi favorisé une perspective qui aujourd'hui paraît à certains égards un peu à bout de souffle, qui est qu'est-ce qui se passe quand on fait de la seule légitimité commune et de la légitimité de l'État, la survie, la seule légitimité culturelle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et je trouve qu'on arrive à l'époque des paradoxes de cette vision du monde. Et oui, oui, là-dessus, vous parlez d'une tendance neuve qui est l'asocialisme, A/socialisme. Et à partir de cette notion des paradoxes, de cette notion de sécurité, du sentiment de cette recherche de sécurité, vous dites que des deux côtés du spectre politique, hein, d'un côté, à droite, il y a la dénonciation de l'ensauvagement, de la décivilisation. À gauche, il y a la question des violences sexistes et sexuelles, du traumatisme, de la casse sociale. Toutes ces rhétoriques témoignent d'un monde où tout argument susceptible de convaincre doit être formulé dans un langage sécuritaire. On demande le point commun des personnages contemporains, aussi divers que le bitcoiner, le zadiste, l'individu enfermé dans son fœtus ou le partisan de la musculation intensive, réside dans cette sorte de survie sécessionniste. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. D'un côté, il y a la survie sécessionniste. De l'autre côté, chez les mêmes individus, il y a la demande de l'État d'assurer la sécurité. Normalement, ça ne va pas du tout ensemble. Les sécessionnistes, par définition, on n'a rien à faire de l'État, contre l'État. Et c'est comme ça, vous citez l'augmentation de la fréquentation des clubs de tir, de Krav Maga, c'est-à-dire la recherche d'une autodéfense personnelle, et en même temps la demande d'une sécurité étatique plus grande. Et vous en venez à l'idée d'une société de dissidents où l'État règne. Tout le monde se veut dissident. Absolument. Tout en demandant à l'État de faire régner l'ordre. Et c'est une idée très forte, parce que c'est effectivement, il y a quelque chose comme ça. Tout le monde se veut dissident, outlaw, anticonformiste. Pour prendre la parole, il faut dire qu'on ne peut pas la prendre, parce que sinon on n'intéresse personne. Et ça, c'est un héritage aussi, je pense, des années 60, à sa façon. Et un lien trop peu fait, à mon sens, c'est le glissement c'est pas la seule raison, évidemment, mais le glissement du 68ardisme au complotisme comme culture commune, en fait. Parce que c'est une posture dissidente, c'est une posture de rupture vis-à-vis de l'autorité, c'est on vous ment, et c'est la transgression comme nouvelle norme. Et ce qui m'a frappé notamment, c'est que quand la critique conservatrice de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris se réduit quasiment au fait qu'elle n'était pas transgressive, parce qu'en fait, elle s'en prenait au catholicisme plutôt qu'à l'islam, c'est que implicitement, on comprend qu'il aurait fallu que pour qu'une cérémonie qui représente une nation et des jeux sportifs dans le monde entier, pour qu'elle soit bonne, il faudrait qu'elle soit transgressive. On voit ça, c'est la critique de droite. Oui, exactement. Et alors que, sachant que l'éloge de la transgression a plutôt commencé à gauche, historiquement. Enfin, en tout cas, dans notre histoire récente, il a glissé vers la droite. Et vous parlez aussi de Charlie Hebdo à ce sujet. Je crois que vous êtes le seul à
à invoquer cet argument, je dois dire. C'est quelque chose qu'on sent tous. Enfin, il y a un malaise qu'on sent avec Charlie Hebdo. Vous parlez de la volonté de sacraliser Charlie Hebdo comme pilier culturel sacré qui est parfois sommé de pouvoir définir à lui seul l'identité nationale. Effectivement, il y a un problème Oui, qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont effectivement menacés. bien sûr, bien sûr. L'islamisme est une réalité. Et pour contextualiser un petit peu aussi, évidemment qu'à la sortie des attentats, on est face à une nation traumatisée, il y a une réaction... il fallait le faire. Voilà. Bien sûr, mais le piège dans lequel on tombe, Oui. vous le dites, c'est que le fou du roi qui tourne en dérision les prétentions du pouvoir ne peut pas lui-même prétendre au siège royal, quoi. Oui. Et on retrouve la transgression comme norme, quoi. Voilà, transgression comme norme, qui est l'époque dans laquelle on est. Absolument. Trump, c'est la transgression comme Exactement. norme absolue. Tous. En fait, Tous. pratiquement. Encore une fois, je m'étais amusé à essayer de vraiment plonger dans des phrases de notre culture qui ressurgissent tout le temps. Regardez, on est tous les deux sur YouTube, et si vous regardez les vignettes qui marchent, ce qui est assez frappant, YouTube étant une des rares plateformes transclasses et transgénérationnelles, donc vraiment un excellent baromètre de tendance, on est rarement sur des niches, eh bien, il y a plein de vignettes sur le mot « dérange ». Qui dérange. On ne précise pas qui est dérangé ni pourquoi, donc une sorte de relativisme latent, mais il faut que ça dérange. On vous ment, ce que la massification de la troisième personne du pluriel sur un ton péjoratif, ce qu'ils ne vous disent pas, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils vous ont pris. Donc des sortes de formules de ressentiment qui, là, pareil, pourraient se quantifier. Et on voit d'ailleurs, les partis commencer à s'y mettre, parce que la France Insoumise, c'est quand même pas un parti mineur dans notre vie politique, c'est un parti majeur. Et Jean-Luc Mélenchon a complètement cette rhétorique-là, la France Insoumise, déjà, Bien sûr. et sur une posture transgressive. Ensuite, on le voit également dans les journaux plus mainstream. Il y a de plus en plus ces formules de ressentiment qui apparaissent en titre, non pas parce que les journalistes seraient nécessairement cyniques ou mal intentionnés, mais parce que c'est ce qui marche. Ils le constatent. Et les gens souhaitent ça. Expliquez-moi qui est responsable de mon mal-être. Expliquez-moi qui m'a menti, qui a triché. Et je m'étais amusé à dire qu'avec Socrate, il se posait la question dans La République de s'il pouvait y avoir une communauté de voleurs. Et aujourd'hui, on se pose la question, peut-il y avoir une communauté de dissidents ? C'est-à-dire que, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? En tout cas, ce serait un peu fragmentaire, forcément, et archipélisé, en tout cas. Alors, vous citez, je ne vais pas tout citer, il y a eu un des éléments que vous citez, le plus que j'ignorais, qui est quand même très fascinant, c'est l'histoire de l'entreprise Bunkel qui commercialise des abris censés protéger face aux risques nucléaires. On est en France. Hein. Ouais. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, a reçu des appels toutes les 20 minutes environ pour construire des bunkers, des abris censés protéger face aux risques nucléaires ou biologiques, qui sont construits. Alors, dans des conditions, il y a des formules ambiancées des bunkers avec la couleur des portes, le home cinéma à l'intérieur et tout ça. Et bien sûr, c'est construit de manière confidentielle, c'est-à-dire que les gens ne disent pas à leurs voisins qu'ils construisent un bunker, ils expliquent qu'ils construisent une cave climatisée. Une cave climatisée, c'est ça. On retrouve ce mélange de dissidence, de méfiance de l'État, de demande de sécurité à l'État, de méfiance vis-à-vis du voisinage, donc de dissidence, de groupe en quelque sorte. Juste pour rebondir sur ça, c'est là où on voit, je dirais, la synergie parfaite, bien que étonnante et paradoxale, des deux aspects de cette génération, qui sont les deux premiers chapitres de la seconde section de l'ouvrage, qui est on a parlé indirectement de ce retour vers le fœtus, donc qui est la volonté de recréer ce moment fœtal, ce moment de confort, l'essor du quidulte par exemple, de l'indifférenciation, etc. Donc à l'intérieur de son cocon, il faut que les parois soient les plus moelleuses possibles et les plus douces, mais à l'extérieur, il faut qu'elles soient les plus dures possibles pour nous protéger de l'extérieur. Donc c'est pour ça que cocon cosy avec home cinéma, pour moi, le mot cocon, c'était lui qui l'utilisait, c'était ce gérant que je citais et pas moi, mais c'était parfait parce qu'il reprend le terme de cocon pour décrire un bunker. Donc vous avez le béton armé à l'extérieur et vous avez le matelas à cosy à l'intérieur, et on a là l'idéalisation fétale de l'intérieur va de pair avec la perception paranoïaque et hostile de l'extérieur. Le survivaliste avec une tétine. Exactement. Et tout ça pour arriver à l'atmosphère qu'on a aujourd'hui. Enfin, ce que vous citez à la fin, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es.
D'un côté, les gens de droite qui tapent sur les gens de gauche à bras raccourcis, de manière, on le voit en ce moment dans le JDD avec l'affaire Bolloré, où tous les écrivains qui partent sont considérés comme des abrutis gauchistes hyper privilégiés. Et de l'autre côté, les gauchistes en question, quand vous dites, quand le ministère de la Culture nommait le militant intersectionnel David Bobet en charge du prestigieux Théâtre du Nord, ce dernier choisissait de s'entourer de Virginie Despentes et déclarait « Un de mes buts, c'est d'énerver la fachosphère ». D'un côté, il faut taper sur les gauchistes, de l'autre côté, il faut faire pleurer les fachos. Mais c'est plus précis que ça, c'est-à-dire que il y a un double mouvement qui est déjà un premier mouvement assez présent dans la philosophie moderne, qui est la réduction de la question du bien et du mal à la question du mal, parce que le bien nous paraît plus arbitraire, le mal nous paraît toujours plus facile et objectif. C'est-à-dire que il y avait des blagues là-dessus sur si vous avez un professeur de sciences sociales relativiste, allez mettre un coup de clé dans sa voiture et vous allez voir s'il est relativiste. Et donc il y a ce premier geste, et ensuite il y a le deuxième geste qui est la réduction du bien et du mal à la question de la souffrance. Et ça, c'est dans un contexte, je pense, plus hédoniste et plus court-termiste, où il n'y a plus l'idée d'un bien un peu dans la durée. Il y a qu'est-ce que je ressens dans l'immédiat, du plaisir ou de la souffrance, et ça se réduit à ça. Et la combinaison des deux facteurs dans notre contexte de polarisation donne quelque chose de l'ordre de le bien, avec un B majuscule, c'est d'avoir fait souffrir les mauvais. Et donc, c'est pour ça que j'avais cité précisément faire pleurer la fachosphère, faire pleurer les gauchistes, etc., comme façon de se polariser, c'est de... Je suis bon quand j'ai suscité de la souffrance chez ceux qui sont mauvais. Oui. Et c'est ça, aujourd'hui, la façon de se positionner de façon bonne dans l'espace public. Et on le voit aussi, par exemple, enfin, vous parlez de MeToo à un moment donné, vous parlez du mouvement MeToo comme soif des limites, d'interdits moraux, de retour de balancier, de demande d'ordre, qui s'effectue non plus dans le langage du conservatisme, mais dans celui de la technologie et du progressisme, parce que c'est le seul disponible, en fait. Alors, bon, tout ça dresse un portrait quand même très noir et très dangereux, potentiellement dangereux de la génération Z, si on la prend comme un ensemble. Vous dites à la fin, le récit de la génération Z reste à écrire, et vous dites, j'ai lu ça dans la perspective des présidentielles qui viennent, ça va être ma dernière question, mais c'est une vraie question. Les années et décennies qui viennent verront la disparition de cette partie très importante de la population française qu'étaient les boomers. L'espace public en sera profondément affecté. La présence d'un bloc démographique âgé encore massif sert de contrepoids culturel, tel un wagon ralentissant le train. Quand la chaîne lâchera, tout s'accélérera. Cette déboomérisation signifie la disparition quasiment du jour au lendemain de partis, d'intellectuels, de courants, de lignes, d'industries, d'habitudes. Les tendances décrites dans ce livre passeront alors du statut de signaux faibles à celui de paysage sonore tout entier. Étant donné ce que vous décrivez, ce n'est pas précisément rassurant. On sent qu'il y a une sorte de presque de nostalgie de votre part pour les boomers. L'accusation est lourde. L'accusation est lourde, mais indépendamment de ce point, ça signifie quand même, dans la perspective des présidentielles à court terme, c'est quand même relativement inquiétant. C'est-à-dire qu'on sait que les partis les plus en vogue sont d'un côté dans la génération Z, sont d'un côté le RN, de l'autre côté LFI. Et vous pensez que c'est une tendance qui va s'accélérer dans les... Je pense qu'on verra les présidentielles les plus violentes de notre mémoire récente. Un facteur pour objectiver ça, et ça va dans le sens de la primauté de la négation dans notre espace public et de la critique plutôt que d'une affirmation quelconque, qui était l'apanage, c'était la thèse que j'avais dans le précédent ouvrage sur le wokisme, qui était très forte dans une niche idéologique qui était les militants woke, mais qui s'est très largement amplifiée et étendue à la génération tout entière et à la société tout entière dans une moindre mesure. Il y a 10 ans, quand vous sondiez les Français sur les opinions positives des hommes politiques, vous en aviez 10 qui passaient la barre des 50%. Aujourd'hui, on est à 0. Vous en avez quelques-uns, un peu plus de 40. Et donc déjà, si vous voulez, ça change tout, parce que si vous voulez être majoritaire sur quoi que ce soit, il faut le faire sur l'ennemi que vous avez. Et je suis frappé, on peut mettre en parallèle d'ailleurs l'élection législative de 2024 avec les municipales de 2026, qui ont lieu après, globalement, que j'ai rédigé cet ouvrage. Aux législatives de 2024, le RN arrive en tête au premier tour et devient le seul parti qui peut avoir une majorité. Et d'ailleurs, et c'est là qu'on a sans doute des progrès à faire sur les sondages un peu localisés en France par rapport aux Britanniques ou à d'autres, la fourchette médiatique devient
auront-ils une majorité absolue ou relative? Derrière, le débat devient, Jordan Bardella ferait-il un bon Premier ministre? Avec qui gouvernerait-il? Quel serait le programme? Donc ils deviennent jugés sur leur force d'affirmation. Et là, ils perdent. Et ils perdent de beaucoup par rapport à ce qui était attendu dans les discours faits dans l'entre-deux tours. Au municipal 2026, la focale se place sur la France insoumise. Et ça devient, par rapport au dernier municipal, belle progression, combien de villes peuvent-ils gagner, et les fourchettes sont données. Et là, ils déçoivent au second tour par rapport, là aussi, au cadrage qui a lieu dans l'entre-deux tours. Donc vous voyez, selon la personne sur laquelle la focale est placée, c'est toujours défavorable aujourd'hui. Oui, oui. Et aujourd'hui, la meilleure posture, et c'est pour ça que stratégiquement, contrairement à ce qui était analysé à l'époque, je pense que le Rassemblement national, pour eux, a bien fait de censurer le gouvernement, c'est que la meilleure posture, c'est de devenir le réceptacle à négation de l'affirmation en place. Donc d'être le parti d'opposition, le mot opposition est auréolé de toutes les vertus, donc il faut être le parti d'opposition, d'où le choix de France insoumise là aussi, et de se placer comme meilleur réceptacle à négation de l'affirmation en place. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres phénomènes qui jouent, mais je pense que ça se joue énormément. Et on l'a vu aux États-Unis, Derek Thompson, que je cite, parlait des mutations électorales là-dessus. Déjà, Trump en 2016, j'avais l'occasion de le dire dans votre émission sur France Culture quand vous m'aviez reçu. 2016, sa campagne, c'est je suis détesté par ceux qui vous détestent, et je suis un immense doigt d'honneur aux médias que vous détestez et qui vous détestent. Et sur l'affirmation, sur le programme, c'était pas très clair. C'est-à-dire que le plus clair, en tout cas, c'était ça. They are just getting at me because they want to get at you. C'est ça la phrase qu'il répétait souvent. Alors, l'élection, quand il a été réélu, c'était un petit peu différent, mais en tout cas, 2016, c'était très clair, et ça a été trop peu analysé. Et on se dirige vers ça, où je vais être le premier parti d'opposition aux horribles qui vous gouvernent. Aux États-Unis, il y a une tendance qui commence à être analysée à gauche comme à droite. D'un côté, à l'extrême gauche, une tendance au passage à l'acte violent. Contrairement à ce qu'on raconte, il y a une vraie tentation, on l'a vu, très forte. Et de l'autre côté, une tendance à la nazification, à l'extrême droitisation, extrême, vraiment, à la nazification des plus jeunes du parti MAGA. Oui. Donc, ici, on n'en est pas là, mais il y a quand même quelque chose qui va dans ce sens, une fragmentation accrue, une polarisation accrue et une recherche et une conflictualisation. Ouais. Vous avez entièrement raison, et ce que j'ajouterais quand même pour ne pas rester... Et une recherche de sécurité en même temps. Bien sûr. Pour ne pas rester dans une posture strictement au-dessus de la mêlée qui, sur ce plan, serait malhonnête au moins sur un point, c'est que quand on fait des sondages sur la jeunesse de gauche, la jeunesse de droite, sur le rapport à la violence, on a une différence de 1 à 3, de 1 à 4 sur seriez-vous prêt à ce qu'on fasse taire par les armes, par la force physique, un adversaire politique. Et alors sans doute que ça va augmenter dans la jeunesse de droite également, mais je donne beaucoup de chiffres à la fois sur la France et sur les États-Unis qui montrent que nos sociétés se flatteraient dangereusement à exagérer sur ce point la distinction entre jeune garde et jeune gauche, pour le dire dans une formule. Et qu'on note pas du tout les mêmes chiffres là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus forts à gauche. Beaucoup plus forts à gauche. On l'a vu sur la séquence... En fait, on l'a vu avec la jeune garde. Oui, la jeune garde. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si on prend un peu de recul, ce serait l'équivalent de Jean-Philippe Tanguy ou Sébastien Chenu, qui a plusieurs attachés parlementaires d'une sorte de milice fasciste qu'il aurait fondée, qui serait allé tuer un opposant politique, et que derrière, non seulement il ne se serait pas senti obligé de se désolidariser de ses attachés parlementaires, mais en plus le RN l'aurait gardé, et les alliés du RN seraient restés avec le RN. Alors que là, ce qu'on a vu à gauche, c'est qu'il a pu revenir à l'Assemblée nationale. Donc je parle de Raphaël Arnaud. Oui. Ses attachés parlementaires ont commis ce qui a été qualifié par le procureur d'homicide volontaire. Le reste de la France insoumise l'a conservé, il n'a pas été licencié de son poste, et le reste du NFP, avant les municipales, où entre-temps les résultats électoraux étaient moins bons, n'ont pas cherché à s'en distancer outre mesure. Et donc on voit quand même ce que ça veut dire. Non, de la lutte antifasciste. Exactement. C'est-à-dire que l'antifascisme sert le passage à l'acte, sert une sorte de riposte préventive, en fait. Voilà, c'est ça, riposte préventive, comme pendant la guerre froide, pendant la guerre nucléaire. Ils vont le faire, donc on va le faire. Oui. Qu'on voit revenir. Enfin, le mot de fascisme n'a jamais autant été prononcé. Il a une belle carrière aujourd'hui. Oui. Ben voilà, on est
Ben, merci infiniment. Rendez-vous dans 10 ans Oui. pour voir le résultat. Et j'en profite pour dire que je suis bien placé pour savoir que le format du podcast est vraiment formidable et permet justement d'aller dans la nuance, fait partie de ces éléments aussi générationnels à leur façon rassurants, Tout à fait, ouais. et que une longue discussion, même aussi détaillée et riche que celle qu'on a pu avoir, ne remplace jamais la lecture d'un ouvrage. Et je le dis avec d'autant plus de désintéressement que je le dis Que pour vous tous l'avez mes écrit. invités, et je l'ai dit 40 fois pour plein d'autres. Donc voilà, je serai honoré d'avoir des lecteurs grâce à cette émission de qualité, et je vous remercie pour l'invitation. Ben, merci à vous d'avoir été là et merci à vous d'avoir regardé et à très vite.